Bonsoir, y a-t-il un droit à l'oubli? Peut-on tourner la page quand on a été soi-même mis en cause, victime, témoin, enquêteur ou même journaliste dans une grande affaire criminelle? Peut-on tourner la page et même le souhaite-t-on vraiment quand on voit des enfants et même des petits-enfants des années plus tard, comme dans l'affaire Seznec, se battre pour obtenir la vérité d'un dossier? Et puis, peut-on tourner la page quand on vous rappelle à travers des films, des livres ou des fictions un passé douloureux? Y a-t-il un droit à l'oubli? C'est le thème de ce 86e numéro de Complément d'enquête. 22 ans après, personne n'a oublié le petit Grégory. Enquêteurs, journalistes, gendarmes, policiers, la plupart n'ont pas tourné la page. Pourquoi n'ont-ils jamais pu s'en détacher? Des coulisses de l'affaire Natacha au festival de la fiction télé, le fait divers est un business à Nord. Liberté de création pour les producteurs ou droit à l'oubli pour les victimes? Qui va l'emporter? L'affaire Miss Etienneau. Comment prouver son innocence 60 ans après un crime? Quand le combat pour la révision d'un procès devient le combat de toute une vie. À Chicago, pour des milliers de prisonniers, la fac de droit est le dernier espoir. Pour prouver l'innocence de condamnés à tort, étudiants et professeurs mènent l'enquête. Et pour évoquer tous ces sujets, eh bien, nous allons circuler entre le palais de justice ici, le 36 quai des Orfèvres. Nous recevons d'ailleurs le patron de la PJ, Farik Pechnard, et puis d'autres endroits comme la mairie de Nanterre. Vous le savez, c'est là qu'a eu lieu ce qu'on a appelé la tuerie de Nanterre il y a maintenant 4 ans. Et nous recevrons le maire de l'époque, Madame Jacqueline Fraisse. Nous recevrons aussi Denis Seznec. C'est la première fois qu'il parle en longueur, en profondeur, depuis l'audience en révision sur l'affaire de son grand-père. Et puis Laurence Lacour, qui était journaliste au moment de l'affaire Villemain. Et c'est d'ailleurs par là que nous allons commencer, par cette affaire Villemain, une affaire incroyable, une affaire pénible et une affaire sans doute terrifiante, l'une des plus importantes de ces dernières années. Peut-on tourner la page après un drame comme celui-là? Eh bien, enquête sur l'impossible oubli, c'est une enquête signée Claude Ardide, humaine. Cette route, le colonel Étienne Sesma la connaît par cœur, même s'il ne l'a pas reprise depuis 20 ans. Depuis l'époque où il dirigeait la brigade de gendarmerie d'Épinal. On arrive dans la vallée de la Vologne, que l'on voit là-bas. La Vologne, le nom d'une rivière associée à l'assassinat du petit Grégory Villemain le 16 octobre 1984. Un nom et une région dénoncés jusqu'à la caricature par la presse pendant 10 ans. Voilà les Vosges, province moisie, paraît-il. Vallée lugubre, sombre. Ce sont les lieux communs, les clichés que certains journalistes utilisaient pour essayer de faire passer certaines explications. Et en gros, cette affaire-là, elle a eu lieu parce qu'on est au milieu d'une population arriérée, ravagée par les mariages consanguins, des personnes imbibées d'alcool, etc. Une espèce de bovarisme parisien à la petite semaine qui ne tient pas dans cette affaire. La mort du petit Grégory, son enquête, ce qu'en a dit la presse, le gâchis judiciaire, le capitaine Sesma n'a rien oublié. 22 ans plus tard, voici donc l'épanche sur Vologne, le village où habitaient les Villemain. Il y a beaucoup de choses qui ont changé dans ce village en 22 ans, évidemment. C'est la route qui monte à la maison de Christine et Jean-Marie Villemain qu'ils avaient à l'époque. Et c'est donc à cet endroit-là que Grégory a été enlevé. La maison du chef, comme le corbeau l'avait appelé à l'époque. Il n'y avait pas la haie, il n'y avait pas le portail. Devant, il y avait le tas de sable sur lequel Grégory aimait jouer. Les journalistes, les enquêteurs, même les curieux viendront pendant des mois photographier l'endroit jusqu'à la nausée. Qu'est-ce que c'est? Vous êtes le propriétaire? Qu'est-ce que ça peut vous faire? Vous allez encore vous casser les couilles longtemps? Non, monsieur. Ça n'arrête pas, foutez-moi le camp! L'affaire a laissé des traces. Foutez-moi le camp! Oui, on va pousser. Oui, il y a intérêt, hein. Et si jamais je vois quelque chose, ça va chier les bulles, là. Je commence à en plein dessus, hein. Non, mais vous n'avez pas, mais avec le capitaine... Vous voulez m'envahir, là. Foutez-moi le camp! On s'en va. Mais j'espère bien. 22 ans après, le traumatisme est intact.
L'affaire Grégory, une page impossible à tourner. En cette belle journée de septembre, c'est encore de vérité qu'il est question. Celle de l'ancien capitaine devenu colonel. Le gendarme Sesma a devancé la retraite pour écrire un livre et venir dire ici la vérité du dossier. Quand on est acteur d'une affaire pareille, il y a un moment où il faut témoigner. De son dossier. Et c'est avec la presse locale, encore elle, qu'il a rendez-vous. Après le procès. Coïncidence, le photographe qui mitraille, c'est Patrick Gless. Il était là lui aussi le soir du drame au bord de la Vologne. À quel endroit ils l'ont retrouvé, vous dites? Par ici, là. Mais bon, l'eau coulait ici, il y avait beaucoup plus d'eau, quoi, à cette époque-là. La configuration a complètement changé, quoi. On a eu de la chance de suivre la gendarmerie, puis d'être là, peut-être au mauvais moment, parce qu'il aurait mieux valu qu'il soit en vie, quoi. Hein. Puis voilà, quoi. C'est seulement après au tirage que j'ai vu que le gamin était ficelé, quoi. Ouais. Bon, ça m'a fait quelque chose parce que j'avais une fille qui avait exactement son âge. Donc ça m'a empêché de dormir toute la nuit, quoi. Mais bon. L'horreur, le choc, l'indignation d'une région entière et bientôt la polémique. Il faut arrêter de fantasmer sur cette affaire-là. C'est-à-dire qu'il y a une opinion publique, je pense qu'il y a 50%, ils pensent encore que Christine Villemain a pu commettre le meurtre de son fils. Est-ce que c'est tolérable, ça? Quand on sait ce qui a été fait, quand on connaît le fond du dossier, on se dit c'est révoltant, il faut arrêter cela. Entre ceux qui croient à la thèse de l'infanticide et ceux qui défendent la mère de Grégory, 22 ans plus tard, ce sont encore les mêmes certitudes, les mêmes clivages. Et même pour un jeune journaliste de la Liberté de l'Est, l'urgence est de ne pas s'en mêler. Vous m'avez dit que vous étiez militant de la vérité, je veux bien, quoi. Mais vous pouvez pas m'embringuer de force dans votre parti, quoi. Non. La vérité, je veux bien, quoi, mais... La vérité, c'est aussi de savoir prendre position, et puis de ne pas ménager la chèvre et le chou, parce que sinon on continue toujours, si on est toujours dans une logique, c'est la parole de l'un contre la parole de l'autre, eh bien on n'avance pas. Je ne pourrai jamais convaincre tout le département, vous avez raison, je n'y arriverai pas, quoi. De lire le livre... Je le lirai, je le lirai. La parole des uns contre la parole des autres, la fracture paraît intacte. C'est de la drogue. De la drogue dure. De la drogue dure, mais j'ai arrêté, maintenant je ne reprendrai plus. De la drogue dure, l'affaire Villemain, beaucoup en ont pris. Enquêteurs, policiers et journalistes, certains n'ont pas hésité à franchir la ligne jaune, à se départir de leurs réserves, quitte à risquer d'influencer le cours des événements.
Loin des Vosges, en Picardie, vit retirer celui qui a peut-être plus que d'autres pratiqué ce mélange des genres. C'est ouvert, allez-y. Hein. Non. Aujourd'hui à la retraite, Jean Kerr était reporter à Paris Match, l'hebdomadaire qui a le plus couvert l'affaire. Il avait pris ses quartiers dans la vallée de la Vologne jusqu'à y rester plus d'1 an d'affilée. Tour à tour détective, observateur ou confident des Villemains, traqueur de scoops sans état d'âme, il doit à cette histoire ses plus belles unes. Celle-là, il y a une histoire. Oh, cette photo-là. Je me suis caché dans une armoire, dans le palais de justice. Oh là, c'était... J'entends les petits pas de Christine avec ses talons hauts. J'ouvre la porte et je vois Christine qui fait ça. Elle me voit avec mon appareil photo, je la flash. Deuxième coup de flash. Les gendarmes sont arrivés. Je pensais qu'ils allaient m'arracher la pellicule. Alors le juge Lambert a dit « Oui, ben, Jean Kerr, c'était un vieux voyou, allez, laissez-le sortir. » Je suis parti avec mon autofocus. Il y avait tout le monde qui était à la sortie. Je fais « Ça y est les mecs, je l'ai moi. » J'ai le scoop. Curieuse image renvoyée au public que cette mère souriante au moment où on la soupçonne d'infanticide. Et des scoops, Jean Kerr en a eu d'autres. Il les garde précieusement dans son grenier. Oh, ça c'est les tout carnets Grégory, regardez ça. C'est les cassettes de l'affaire Villemain tout ça. Il y a plein de boîtes. Oh, il y a des boîtes entières, regardez. Regardez ça. Muriel Boll, il y a des PV que j'ai enregistrés, des Pistières de Grange, février 85, la maman à Christine. C'est tout là, tout, c'est tout là, j'en ai plusieurs centaines. Dernière parole avec Bernard Laroche, le 23-3. Il me dit, vous avez un sacré culot, et je lui dis, mais moi je suis un journaliste, je vais au fond des choses, et j'en ai appris beaucoup de choses. Et je lui dis, et je sais que vous avez la rancune tenace. Et la vitre était ouverte, et il me regarde, il appuie sur le bouton, et je vois d'un seul coup, comme dans un film, je vois la vitre qui se ferme, comme ça. Voilà, et je vois le visage de Bernard Laroche derrière la vitre fumée. Dernière vision de Bernard Laroche, 6 jours avant sa mort. Un soir, la ligne jaune est franchie. Pour recueillir leurs réactions et valider aux parents de Grégory la confession qui accuse Bernard Laroche. Quand il s'inquiétera des conséquences, il sera trop tard. Moi j'avais un peu honte parce que le magnéto tournait. J'avais ma voix qui était un peu sombre en même temps, qui était comme ça, c'était un peu dramatique la façon que je racontais. Et avec son médaillon, elle s'en servait comme font les radiesthésiques, comme un pendule. Elle faisait ça comme ça. Oui, il l'a pris à la douce. Ouais, c'est bien lui. C'est Laroche. Ah. Et là, je me suis dit, qu'est-ce que tu es en train de faire? Je vois plus reculer maintenant. Je me suis dit, qu'est-ce que tu es en train de faire, vous voyez? Même moi, j'en ai le frisson, vous voyez, 22 ans après, j'en ai le frisson quand je le dis, ça. C'est terrible. Dans la nuit, conscient, Jean Kerr retourne chez les Villemains. Il dissuade le père de Grégory de se faire justice lui-même. Un mois plus tard, n'est plus là quand Jean-Marie Villemain abat Bernard Laroche d'un coup de fusil. Mais 22 ans après, vous vous sentez un peu coupable? Bah, on se sent coupable, oui, mais vous savez, ce que vous dire, il faut que je vous dise la vérité aussi. Moi, Laroche, je l'avais pas en odeur de sainteté. Qui aurait dû protéger Laroche à l'époque? On désignera les gendarmes, le juge, l'État sera condamné pour sa faute. Mais Bernard Laroche mort, c'est le principal suspect qui disparaît et le doute s'installe sur l'enquête. C'est ici, sur les hauteurs de Marseille, que le colonel Sesma a décidé d'écrire son livre. Un officier de gendarmerie qui n'en peut plus de se taire, qui ne supporte plus la suspicion sur son travail et qui veut y mettre fin. Comment accepter que tout son travail d'enquête n'ait jamais servi à rien? Ce qui était vraiment frustrant pour nous, en 1984 et un peu 85, c'était de voir que notre enquête n'était pas exploitée. Je ne dis pas qu'on avait raison, mais ce qui est révoltant, c'est que les éléments que l'on avait trouvés n'étaient pas exploités. Tout notre travail a été critiqué, sapé sur des questions de forme,
sur des procès d'intention faits à notre égard, en vue de nous discréditer, de dévaloriser notre travail. Un travail saboté. En 3 semaines, les gendarmes avaient le sentiment d'avoir bouclé leur enquête. Les preuves accumulées par l'équipe d'Étienne Sesma accusaient Bernard Laroche. Mais le travail de sape de ses avocats, qui exploitent alors les moindres fautes de procédure, fait voler l'enquête des gendarmes en éclats. Pourtant, à ses yeux, les preuves étaient là. Il a tout conservé dans son petit bureau. Parfaitement classé, toutes les pièces qu'il a patiemment amassées en 5 mois d'enquête. Des documents que la justice n'a jamais pu exploiter. Il y a donc des archives comme ça, des copies de nos procès-verbaux de synthèse, de certains procès-verbaux d'audition, de certaines fiches de notre enquête. La lettre de revendication du meurtre, donc écrite et postée le jour même de l'enlèvement de Grégory. Elle dit « J'espère que tu mourras de chagrin, le chef. Ce n'est pas ton argent qui pourra te redonner ton fils. Voilà ma vengeance, pauvre con. » Ces documents ont servi de trame au livre qu'il vient de publier, Les 2 affaires Grégory. Car pour le capitaine, il y a bien 2 affaires. Celle qu'il pense avoir réussi et celle qui a dérapé sous la direction du commissaire Corazzi de la PJ de Nancy. C'est lui qui lui a succédé, lui aussi qui a publié il y a 2 ans sa propre version de l'affaire. Je ne pouvais pas rester sans réponse au livre qu'avait écrit et publié l'année d'avant, en 2004, le commissaire Corazzi, le responsable de la police, sur ces enquêtes. Et la sortie du téléfilm, pour moi, était l'événement, peut-être le dernier, à ne pas laisser passer pour apporter mon témoignage. Je me disais qu'après, ce serait trop tard. Retour en Lorraine. Nous sommes à Nancy. L'ennemi juré d'Étienne Sesma, le voici. Le commissaire Jacques Corazzi. Alors que le gendarme était sur la piste Laroche, lui n'a eu de cesse de traquer Christine Villemain dès qu'il a été saisi de l'affaire. Aujourd'hui à la retraite, c'est une personnalité locale. Et s'il se promène sous le bras, c'est qu'il est un peu la vedette du salon du livre qui vient de commencer. Comment ça va? Alors? Je croyais que l'éditeur était parti. Son livre, Le secret de la Vologne, est un best-seller en Lorraine. Il s'est vendu à 10 000 exemplaires dans toute la région. On a tous un peu baigné dans cette affaire et on a tous sa propre opinion sur le coupable. Et on aimerait bien connaître un petit peu quels sont les éléments qui font dire que c'est l'une ou l'autre des personnes qui sont coupables. Voilà. Les révélations de l'enquêteur Corazzi passionnent les accros de l'affaire Grégory. D'accord. C'est votre prénom? Christiane. D'accord. J'ai dédicacé à Christiane un récit, un roman, un témoignage. Avec la vérité au bout de la lecture. Voilà, tout simplement. Sa vérité, il ne s'en cache pas. Pour lui, Christine Villemain est coupable. Pourtant, la justice lui a donné tort. La mère de Grégory a définitivement été innocentée en 1993. Mais comme tous les autres acteurs de cette histoire, il reste rivé à ses certitudes. C'est pas ma vérité, c'est la vérité. C'est la vérité de l'enquête. Voilà, il y a ma conviction et il y a la vérité. En face? En face, il n'y a rien en face. En face, vous avez un autre... Oui. Il y a le colonel Sesma qui était capitaine à l'époque. Oui. Et qui dit aussi c'est la vérité. Oui, non, mais c'est sa conviction, lui. Il a été aigri dans cette affaire, il a été frustré. Donc forcément, il a voulu réagir. Et réagir contre qui? Contre ceux qu'il avait dessaisis en quelque sorte. C'est-à-dire la PJ. Au même moment dans son train, Étienne Sesma file vers Nancy. Lui aussi a décidé de venir au salon pour présenter son livre. Ce devrait être un plaisir, cela risque d'être une épreuve. Est-ce que vous avez une appréhension de revenir comme ça à Nancy aujourd'hui? Objectivement, oui. Pourquoi?
Pourquoi? Parce que je sais que les esprits là-bas sont fortement conditionnés par... ont été fortement marqués par l'affaire Grégory et ont été fortement conditionnés par la pression médiatique de l'époque qui visait à rendre Christine Villemain coupable. Je sais que mon message va être dur à accepter par certains. Et ces craintes sont fondées. Ici, plus qu'ailleurs en Lorraine, Étienne Sesma est en terrain ennemi, le fief des anti-Villemain. À peine arrivé au Salon du Livre, à peine installé à son stand pour dédicacer son ouvrage, il se heurte à nouveau aux doutes, aux fantasmes et aux insinuations du public. Vous pensez qu'un jour la vérité éclatera? Mais la vérité, on n'en est pas loin. Vous pensez pas qu'elle? Comment? Vous pensez pas qu'elle est... C'est pas que je pense. Vous êtes sûr? J'analyse. Et c'est vrai que quand on prend tous les éléments en compte, objectivement, on se rend compte qu'elle ne peut pas matériellement avoir fait ce crime. Et le commissaire est là, sous le même chapiteau. Oui, je vais voir le colonel Sesma là maintenant. Ah bon, il est là? Oui, oui, par là. Alors je sais pas, je le vois pas, mais bon. Il ne va pas falloir longtemps à l'ancien commissaire pour retrouver le gendarme. Ils ont travaillé sur la même enquête, mais ils ne se sont plus parlé depuis 20 ans. Bonjour. On m'a dit que vous étiez là. Je n'ai pas encore lu votre livre, mais je sais que vous avez lu le mien. Avec beaucoup d'intérêt. Voilà, vous ne l'avez pas apprécié, mais moi je n'ai pas apprécié le vôtre non plus. Les gendarmes, nous on a rendu des comptes. C'est dommage que vous n'ayez pas rendu vos comptes. Et c'est peut-être le moment de le faire. Voilà ce à quoi je vous engage, M. Corazzi, aujourd'hui. Lesquels? Lisons le livre et puis discutons-en pour que enfin les gens connaissent vraiment la vérité sur cette histoire. Tout ce que j'ai écrit, c'est vrai. Non, vous savez très bien, que c'est faux, parce que la justice est contre vos positions. Vous voyez, on ne peut pas parler sereinement avec le colonel. C'est clair. Ah, mais je parle sereinement. Si, dans cette affaire, pareil. M. Corazzi, vous êtes en tant que commissaire comme moi, vous avez été un auxiliaire de justice. Vous ne pouvez pas, comment dire, prendre des positions contre la justice. Vous, c'est ce que vous faites. Vous savez, moi je suis prêt à ce qu'on en discute devant d'autres personnes et avec des tiers. Alors, moi je suis totalement à l'aise. Mais en tout cas, encore merci d'avoir écrit votre livre. Des positions irréconciliables, de livres, de thèses, de vérités. Si Étienne Sesma a tant de mal à convaincre ici, c'est que l'opinion publique a été massivement nourrie par deux journalistes, Jean-Michel et Marie-France Bézina. Elle est venue ici aujourd'hui soutenir son ami Jacques Corazzi. À l'époque, elle et son époux avaient le quasi-monopole de l'information. Journaux, radios, agences de presse hebdomadaires, ils contrôlaient tout ce qui s'écrivait ou presque sur l'affaire. Et ils donnaient le là grâce à leur ami Corazzi. Un jour, la vérité éclatera au visage de ceux qui... Vous inquiétez pas. Et je suis prête à beaucoup de choses pour défendre l'honneur de celui qui a été mon mari et qui est le père de mes enfants. Marie-France Bézina vit aujourd'hui dans la banlieue de Nancy. À peine arrivée chez elle, elle nous montre la photo de son mari, aujourd'hui décédé. Comme lui, elle a toujours été persuadée de l'innocence de Bernard Laroche. Marie-France Bézina a conservé tous les enregistrements du corbeau qui téléphone à Jean-Marie Villemain pour l'insulter. Elle compte bien s'en servir pour relancer l'enquête, car pour elle, cette voix serait celle d'une femme. Oh, mais qui c'est, tu vois? Qui? Elle a peur de la vérité. Oui. Elle a peur de la vérité. Ah bon? Et tu vois qui c'est l'autre bâtard? Ça peut être intéressant pour moi. Pour un homme de prendre une voie de fausser ou une voie plus grave, c'est beaucoup plus difficile, hein, et de maintenir ça un certain temps, c'est pas évident. Hein. Une femme peut enregistrement,
par Madame Jacob Monique. Je suis une femme, hein, j'ai une voix plutôt aiguë d'ailleurs. Une femme comme Christine Villemain. Pour prouver qu'il s'agit bien d'elle, elle est prête à faire le tour du monde et trouver l'expert qui, enfin, confirmera sa thèse. Je cherche des laboratoires dans le monde entier. J'en ai repéré un aux États-Unis. Éventuellement un au Japon. Je vais voir du côté des gens les plus qualifiés. Hors France. Hors France, pour pas qu'il y ait d'interférence, si je puis dire. L'affaire Grégory jusqu'à l'obsession. Pourront-ils un jour s'en sortir? Tout le monde est arrivé là? Le colonel Sesma, lui, ne se pose plus cette question. Son livre est une rédemption, le sentiment du devoir accompli et de la liberté retrouvée. Le colonel Maurice Lombard. Devant ses amis gendarmes, ce soir, il peut enfin parler d'autre chose que de Grégory. Une nouvelle vie peut commencer. C'était de la gendarmerie. Un jeune retraité. Un jeune en reconversion. En reconversion. Vous avez terminé à Marseille. Génération. Ouais, je vais pas terminer à Marseille. Mais après mon vrai point de chute, ce sera pas la Lorraine, ce sera le Roussillon, Perpignan, Collioure. Je suis tombé amoureuse d'une Catalane. Vous êtes un Lorrain d'origine. Ah oui, mais je reste Lorrain. Étienne Sesma sourit enfin. Même s'il sait très bien que l'assassinat du petit Grégory ne sera prescrit que dans 4 ans. 4 ans pour de nouveaux rebondissements ou pour enfin tourner la page définitivement. Voilà pour cette enquête de Claude Ardide et de Samuel Humez. Et on est ici avec vous, Laurence Lacour à Europe 1. C'était votre maison, c'était ma maison aussi. D'ailleurs, ça fait plaisir d'y revenir. Maison, ça rappelle des souvenirs. On vient de voir ce reportage. C'est la guerre des polices, la guerre des journalistes. Vous étiez Europe, Business RTL, entre autres choses. Oui, entre autres. C'était une guerre violente. C'était une guerre violente, c'était surtout d'abord une concurrence très serrée à l'époque, parce qu'il n'y avait que 3 radios d'information d'audience nationale, il ne faut pas l'oublier. Mais une implication de cette nature à l'époque n'est pas uniquement de l'ordre de la simple concurrence ou de la volonté de vendre du papier, ça repose sur des choses beaucoup plus profondes. Parce que cette affaire quoi est allée trouver écho chez chacun d'entre vous sur des choses très personnelles, très intimes. L'enfant mort, le rapport à la mère, le rapport à la femme, le rapport à l'épouse, tout ça, ça a beaucoup compté dans une société majoritairement masculine. Y compris pour vous. Y compris pour moi, bien évidemment, y compris pour moi. Vous-même, vous avez l'impression quoi? D'avoir un peu dérapé dans l'histoire, d'être allé trop loin, d'être allé en empathie trop profondément? Non, toi, l'empathie, c'est pas des choses qu'on peut regretter. Non, moi, j'étais sans doute trop ambitieuse, trop dynamique, trop mordante. Et donc, c'est vrai que dans les premiers mois, je me suis laissée emporter par le tourbillon. Ensuite, plus le temps passait, plus je m'en dégageais. Donc, plus le temps passait, moins j'ai à rougir finalement de ma position. Alors, on va écouter un extrait d'interview que vous aviez fait à l'époque, vous, avec Jean-Pierre Elkabbach, c'est dans l'émission Découverte, et c'est une interview de Christine Villemain, alors que son mari, à l'époque, est en prison, puisqu'il a tué Bernard Laroche, et écoutons ce qu'elle dit. Est-ce que cette scène terrible du 16 octobre, vous la revivez de temps en temps, je sais pas, en rêve ou en cauchemar? Oui, pas mal, oui. Surtout au début, je m'en voulais de l'avoir laissé dehors. Si je l'avais rentré comme les autres fois, il n'aurait pas pu le prendre, hein, il aurait fait mauvais. Et je m'en veux toujours à cause de ça, hein, je n'aurais pas dû le laisser dehors tout seul. Bon, des fois, ça m'arrive de me réveiller, d'avoir l'impression qu'il m'appelle au bord de la rivière. C'est assez dur quand même. Qu'est-ce que vous dites à tous ceux qui doutent encore? Je leur dis que je suis innocente, que j'ai pas tué mon enfant, que Grégory était tout pour moi et que je vois pas ce que ça m'aurait rapporté d'aller le mettre à la Vologne. On était heureux tous les 3, on vivait bien, on avait une belle maison et tout, on avait des projets et tout, alors je vois pas du jour au lendemain pourquoi j'aurais tout détruit ça, je suis innocente. Les Villemain aujourd'hui, ils ont tourné la page, vous les connaissez, vous êtes resté en contact avec eux? Oui, je les ai retrouvés après la fin de l'histoire, dans les années 93-94, après que tout ça se soit soldé judiciairement. Je les ai vus transmettre à leurs enfants, leurs 3 enfants qui sont nés depuis, des valeurs repoussant toute notion de haine, toute notion d'idée de vengeance, d'amertume. Leurs enfants sont très équilibrés de ce point de vue-là.
Non, il ne s'agit bien sûr pas d'oublier la mort d'un enfant, non, hein. non. Mais là, ils n'ont pas voulu parler, ils préfèrent rester cachés, ils sont restés meurtris par la façon dont ils ont été traités, entre guillemets, par la presse, etc. Elle a été détruite par la presse. Ouais. La simple idée de voir un journaliste ou un micro, c'est quelque chose qui lui est viscéralement inconcevable. Ils nous ont répondu par mail pour nous expliquer effectivement ça. Mais vous alors, vous comme journaliste, vous dites cette affaire a fait résonance en chacun d'entre nous sur ce qu'on avait d'intime par rapport à la mort d'un enfant, etc. 22 ans après, vous dites quoi? Vous êtes sorti comment de cette histoire? Vous avez été vous-même sacrément bouleversé. Vous avez arrêté le métier. Vous avez jeté votre carte de presse. C'est des choses lourdes, hein? Ouais, ouais. Moi, j'ai démissionné d'ici. Vous avez arrêté la correspondance, vous étiez correspondante dans l'Est, vous êtes revenu ici quelques temps pour essayer de reprendre le collier, oui. Et vous êtes rendu compte assez vite que c'était plus possible. Non, c'était plus possible. Eh bien, moi, je dis toujours, je suis une accidentée du travail. Par cette affaire. Par cette affaire. Par cette affaire et puis par un autre événement qui est survenu juste après, qui était le Paris-Dakar, pendant lequel j'avais été témoin de l'écrasement d'une petite fille par un pilote, par un concurrent. Donc tout ça a fait que je suis partie, qu'ensuite j'ai travaillé pendant plusieurs années pour essayer de comprendre comment j'avais pu me retrouver dans de tels mouvements, perdre autant la maîtrise de ma propre vie, y faire des choses dans lesquelles je ne me reconnaissais pas. Attendez. Vous avez abandonné ce métier. Vous pensez que c'était plus possible de le faire? Non, je ne peux plus le faire. Parce que nous avons laissé derrière nous tellement, c'est une somme de malheurs cette histoire. Alors déjà le malheur en soi existait sans qu'on soit partie prenante, mais on en a tellement rajouté derrière. Vraiment, il y a quelques gens dans ce reportage qui osent encore avoir la tête haute avec le mal qu'ils ont fait derrière, qu'ils ont laissé derrière eux. Ça, moi, 22 ans après, ça me sidère. Que, un, ils n'aient pas été capables d'endosser leurs propres responsabilités, et que, deux, ils osent encore avoir la tête haute dans cette histoire. Ça me dépasse. Vous avez fait le chemin de Thésée, le chemin de Compostelle, je crois. Hein, oui, quelques années plus tard. Pour oui, réfléchir, etc., voilà, pour revenir sur vous-même, décanter, etc. Voilà. Vous avez l'impression que vous en êtes sorti aujourd'hui? Vous êtes guéri de l'affaire Villemain J'en suis guérie dans ce sens où je dirais qu'avant elle me hantait. Donc le fait d'être hantée, c'est quand même lié à la mort. Et que maintenant, elle m'habite. Donc c'est quand même plus lié à la vie. C'est-à-dire que maintenant, c'est une composante de ma vie que je ne peux pas nier, à laquelle j'ai donné pratiquement toute ma jeunesse, pour laquelle j'ai renoncé à la plupart de ce qui faisait mes ambitions, l'assise de mon existence. Mais j'y ai beaucoup appris. J'y ai tiré beaucoup de leçons, j'ai appris ce qu'était la vie, j'ai appris ce qu'était la haine, j'ai appris ce qu'était l'amour, j'ai appris énormément de choses. Elle est là maintenant, elle fait partie de mon existence et elle me poursuivra, elle sera avec moi jusqu'à la fin. D'accord, c'est plus un traumatisme, ça fait partie de votre histoire. Voilà, ça fait partie de mon histoire. De façon plus sereine. Plus sereine. Alors, on va parler, il y a aussi le business dans ces affaires. On s'est rendu compte qu'il y a un film qui sort sur France 3 sur l'affaire Villemain. Un film qui sort avec, d'ailleurs, sur la base de votre livre qui est que vous ressortez fidèle de mon livre. Voilà. Qui s'appelle Le bûcher des innocents. Vous dites c'est le livre du film. Vous avez racheté vos droits. Les Villemain aussi ont écrit un livre à l'époque. On a racheté leurs droits. Mais il y a longtemps, il y a 12 ans. Bon, on se dit, il y a un côté business aussi. On accuse les médias de faire de l'argent avec. Là, vous-même, vous dites, j'ai été meurtri, mais en même temps, j'ai fait un bouquin et je le ressors au moment d'un livre. On va dire, attendez, elle est gentille, mais elle en joue aussi. Elle est gentille. Elle a travaillé 7 ans. Ouais. Et comme, je veux dire, pourquoi est-ce qu'un travail de cette nature ne serait pas payé en retour? Enfin, voyons, c'est complètement idiot comme argument. C'est idiot comme argument. Moi, vous dites, j'ai mangé de la vache enragée pendant ces années-là. Moi, j'en ai bouffé, franchement. Je veux dire, si mes parents ne m'avaient pas aidé financièrement, j'aurais pas pu faire ça. Parce que c'était une descente aux enfers après l'affaire, quand vous avez tout abandonné. Oui, j'avais plus de métier, j'avais pas d'alternative, j'avais pas de... Voilà. Mais vous avez l'impression qu'il y a effectivement un goût peut-être mal... Non, je crois pas, non. Il faut sortir de cette alternative du sain et du malsain. Il y a à l'évidence, à la base, une attirance qui est partagée par tout le monde pour le malheur des autres. J'y ai participé. J'estime qu'avec ce travail et avec ce livre, justement, j'ai pris la distance qui permet de dire aux autres, mais voyez, d'abord ce que fait l'attirance, les résultats de cette attirance, et aujourd'hui la façon dont il faut s'en dégager, parce que ça sert de leçon. C'est intemporel comme leçon, ce qui s'est passé dans l'affaire Grégory. Donc il faut savoir, là aussi, être à l'aise avec ces questions-là. Alors, on va voir quand même ces questions financières. On s'est demandé s'il n'y avait pas effectivement une inflation de l'exploitation de ces affaires-là par la presse, par l'édition,
par les films de télévision aussi. On parlera des audiences tout à l'heure. Et on l'a vu déjà avec l'affaire d'Autriche, avec la fameuse Natacha Kampusch, enfermée pendant 8 ans dans une cave et qui, vous allez le voir dans ce reportage d'Éric Colomer et de Guillaume Villard, dès sa sortie d'une certaine façon, a bien intégré cette composante-là. Dietmar Ecker est une star de la communication en Autriche. Porte-parole de ministre dès 23 ans, ce patron d'une agence de 40 salariés a géré la campagne électorale d'un président autrichien. Il a même travaillé pour la Maison-Blanche. Mais en 20 ans de métier, ce ségéla local n'avait jamais vu défiler autant de journalistes. Pardonnez-moi, j'arrive tout de suite. Encore quelques instants, s'il vous plaît. Aujourd'hui, Dietmar doit répondre à une trentaine d'interviews. Depuis quelques jours, il est devenu l'agent de Natacha Kampusch, une jeune Autrichienne au centre d'un fait divers spectaculaire. Ici, à l'accueil, notre standardiste reçoit entre 200 et 300 appels par jour, uniquement pour Natacha Kampusch. Un standard submergé par des journalistes du monde entier qui veulent tout savoir sur l'histoire de Natacha. 2 semaines plus tôt, une adolescente de 18 ans s'est échappée de cette maison de la banlieue de Vienne. Quelle était la nature exacte de ses relations avec le ravisseur qui l'a maintenue prisonnière pendant plus de 8 ans? Depuis son évasion, des centaines de médias traquent le moindre détail sur sa séquestration dans le sous-sol de ce garage. Comment Natacha a-t-elle survécu dans son cachot de 5 mètres carrés, dissimulée au bout de ce souterrain? Dès le premier jour de sa fuite, Natacha la miraculée est devenue le scoop mondial à décrocher à tout prix. Ce soir, pour la première fois, le monde entier va découvrir le visage et les confessions de Natacha. En attendant cette apparition publique, son agent croule sous les interviews et les offres des médias. Ces derniers jours ne sont pas normaux. Tout est démesuré, violent, agressif. C'est un combat international pour sa première photo, sa première image, sa première interview. Je n'ai pas encore fait les comptes, mais j'en suis à 400 demandes en provenance de pays comme l'Australie, la Nouvelle-Zélande, la Colombie, les USA et tous les pays d'Europe. Il y a vraiment beaucoup d'offres internationales et pas une seule proposition en dessous de 100 000 € pour l'exclusivité de Natacha. Mais l'exclusivité a déjà été conclue avec les médias autrichiens. Cet après-midi, 2 grands journaux ouvrent le bal avec le visage de Natacha à la une. Natacha Kampusch. Natacha Kampusch. Pour ce cliché, ils n'ont rien payé. Mais en échange, tous les bénéfices des ventes de la photo à l'étranger seront reversés à l'adolescente. On est beaucoup plus de vendeurs que d'habitude. On est répartis un peu partout, sur toutes les places de la ville. En quelques heures, 800 000 exemplaires sont épuisés, 3 fois plus que les ventes habituelles. Après les journaux, ce soir, la télévision publique diffuse l'interview exclusive de Natacha. La jeune femme a choisi ce journaliste de l'ORF pour l'interroger. Inconnu du grand public, il a toujours soutenu sa famille. Un choix qui fait de lui une star, harcelée de toutes parts. Écoute-moi un instant. Il faut absolument que tu rappelles cette dame. C'est à propos de l'interview de la mère de Natacha Kampusch. Désormais, un attaché de presse cornac, Christoph Feuerstein. Il nous accorde 5 minutes pour parler de l'arrangement conclu avec Natacha, le même qu'avec les journaux. Nous ne gagnons pas un sou avec l'interview de ce soir. Toutes les ventes de cette interview à l'international seront versées à Natacha. Tout l'argent est pour elle. Et combien va-t-elle recevoir? On ne sait pas encore exactement. Il est trop tôt. On pourra l'estimer dans quelques jours. Mais pour Natacha, notre offre est particulièrement intéressante. À 300 000 € l'interview en moyenne par pays, l'offre de la télévision autrichienne s'annonce en effet très rentable pour Natacha. Quelques heures plus tard, près d'un Autrichien sur 2 est installé devant sa télé. Mademoiselle Kampusch, comment allez-vous?
Les téléspectateurs découvrent une jolie jeune fille, souriante et surtout très lucide sur les enjeux liés à son image. À la une d'un journal, j'ai lu « Natacha Campouche, le visage le plus recherché du monde ». Cet énorme intérêt médiatique n'est-il pas un peu trop lourd pour vous? Qu'est-ce que ça veut dire, un peu trop lourd? Évidemment, c'est lourd. Mais d'un autre côté, je me suis rendu compte qu'avec ce remue-ménage et ce visage recherché, comme vous dites, j'ai un certain poids et je vais pouvoir me servir de ma notoriété. Mademoiselle Campouche, merci beaucoup. L'entretien se termine. Quelques minutes plus tard, il est diffusé en Allemagne. Parmi les 6 chaînes étrangères qui ont déjà acheté l'interview, RTL est le premier diffuseur. Au premier soir, ces 25 minutes d'entretien ont déjà rapporté près de 2 millions d'euros à Natacha. En marge de ce dispositif très encadré, Natacha n'est pas la seule à tirer profit de son histoire. Le lendemain, nous nous sommes rendus dans la banlieue de Vienne, au domicile de son papa, mais en dissimulant notre caméra. Voici la face cachée des tractations habituelles du père de Natacha avec les médias. Bonjour, excusez-moi pour hier, je vous ai oublié, mais c'était l'horreur ces 2 derniers jours. Ludwig Koch est très occupé. Il vient tout juste de rentrer d'Allemagne où il a enchaîné 6 interviews la veille. C'est une catastrophe, mon emploi du temps change toutes les 5 minutes. Vous voulez faire l'interview dehors? Pour l'instant, nous sommes les bienvenus pour faire l'interview du père de Natacha. Attendez quelques secondes, s'il vous plaît. Je vais d'abord vous nettoyer les chaises là-bas. Mais à l'autre bout du fil, un homme va tout de suite clarifier nos relations. Je vous passe Monsieur Lodgob. Au téléphone, l'homme réclame au minimum 3 000 € à notre interprète. Ce Monsieur Lodgob, c'est votre agent? Oui, c'est mon intermédiaire car j'arrive plus à gérer ça tout seul. Et vous avez fait combien d'interviews? Je ne sais plus, je n'ai pas compté, mais plus d'une centaine. Et si on ne paye pas, il n'y a pas d'interview, c'est ça? Pourquoi vous me parlez comme ça? Les conditions, faut voir ça avec mon agent. Vous n'êtes pas là pour négocier, mais pour faire l'interview. Si vous ne voulez pas donner d'argent, on laisse tomber, il n'y a pas d'interview. À 3 000 € minimum l'interview, Ludwig Koch aurait donc gagné environ 300 000 € en racontant son histoire à la presse. Mais depuis sa libération, sa fille ne veut plus le revoir. Avant de quitter l'Autriche, nous avons appris que les affaires les plus juteuses n'ont pas encore été signées avec l'histoire de Natacha. En ce moment, une trentaine d'éditeurs de livres et de producteurs de films négocient avec son agent. À l'instant où je vous parle, je viens encore de recevoir 2 offres de films par mail. C'est complètement dingue ce tempo. Et quel est le prix le plus fou proposé pour un film? 500 000 €? Sagen Sie uns einen Preis. C'est sans limite. Que pense Natacha de ces propositions? La jeune miraculée acceptera-t-elle de raconter en détail sa tragédie personnelle dans un livre ou un film? Nous en avons parlé avec Mademoiselle Campouche et décidé de prendre un peu de distance avec ces événements. Dans quelques semaines, avec un peu de recul et de force, elle pourra décider de la cession de ses droits pour des livres et des films. Dans quelques semaines, Mademoiselle Campouche sera riche à millions. Réfugiée pour l'instant dans une clinique pour adolescents, l'icône Natacha va bientôt sortir dans la rue. Et le grand déballage de sa vie risque fort de ruiner sa nouvelle liberté. C'est désormais une fatalité. Les protagonistes des faits divers médiatisés n'ont jamais droit au repos. Rappelez-vous, en France, la dernière grosse affaire, c'était Outreau. 4 ans d'instruction, 26 ans de prison cumulée pour 13 innocents accusés de pédophilie et finalement blanchis. C'était il y a 11 mois. Passé la furie médiatique, les acquittés d'Outreau reviennent sous les projecteurs, mais de leur plein gré cette fois-ci. Bien, eh bien écoutez, c'est à nous.
Aujourd'hui, Dominique Viel et son attaché de presse débutent leur marathon médiatique par un direct sur France Info. Ce matin, le prêtre ouvrier du prétendu réseau pédophile d'Outreau vient de publier un livre. Et c'est un événement. France Info, 8h38, Olivier Delagarde. C'était le journal d'Éric Châtaignan. Dominique Viel, bonjour. Bonjour. Vous êtes prêtre ouvrier. Vous êtes l'un de ceux qu'on a appelés les acquittés d'Outreau. Oui. Vous avez fait un livre pour raconter cette histoire. Pourquoi? Pour ceux qui hésiteraient sur notre innocence, en disant « Oh, il n'y a pas de fumée sans feu » ou « Il y a dû y avoir quelque chose tout de même », des phrases comme celle-là qui peuvent détruire les gens, eh bien, moi je veux les affronter de face. 10 minutes plus tard, Dominique Viel file vers son prochain rendez-vous. Merci infiniment. Malheureusement, je ne peux pas vous... D'ici ce soir, son attaché de presse a planifié une dizaine d'interviews. En fin de matinée, nous avons retrouvé l'homme qui l'a convaincu de publier son histoire. Philippe Robinet est un éditeur à succès. Sa recette est rodée. Il est spécialisé dans le témoignage de victimes qui ont fait la une des médias. Je peux par exemple vous parler de ce livre-là, vous connaissez le livre, là vous savez, l'édition espagnole, c'est un livre absolument formidable qui témoigne de l'horreur des crimes d'honneur dans le monde entier. Le livre est publié dans une trentaine de langues maintenant. Nous avons parlé de Sabine Dardenne. Voilà. Sabine Dardenne qui a été pour 80 jours entre les griffes de Marc Dutroux. Plus d'1 million d'exemplaires dans le monde. Et aussi publié dans une vingtaine de langues, oui, maintenant. Et c'est un grand succès à l'étranger. Le livre du docteur Frédéric Chaussois. Je ne suis pas un assassin, c'est l'affaire Humbert. Hein. Qui est le médecin dans l'affaire Vincent Humbert que vous avez ici en Corée. Vous dites, c'est pas du fait divers ce que je fais, on ne fait pas du fait divers. On ne fait pas du fait divers, on donne la parole à des personnes qui vont nous aider, parce qu'elles sont passées dans des histoires qui sont quelquefois des histoires très difficiles. On va donner la parole à ces personnes-là pour qu'elles nous éclairent et elles nous permettent de changer un tout petit peu le monde dans lequel on vit. Voilà, c'est ça notre rôle. Pour les victimes, c'est surtout un moyen de ne plus subir la parole des médias. Aujourd'hui, Dominique Viel restaure sa réputation brisée, mais son image va peut-être à nouveau lui échapper. Une fiction télé se prépare sur Outreau. Et comment imaginer que le prêtre ouvrier soit oublié du casting? Vous allez devenir, certainement, vous en avez conscience, un jour un personnage de téléfilm, dans l'imaginaire. C'est marrant parce que j'avais pas du tout fait... Quand j'ai su qu'il y aurait des téléfilms, bon, je dis c'est logique, ouais, c'est normal. Et quand j'ai entendu parler de ça, je me suis pas senti impliqué du tout, quoi. J'ai pas du tout pensé, mais en fait, oui, mon personnage, il va être dedans. Dans la peau de quel personnage Dominique Viel va-t-il se retrouver? À Nancy, début septembre, une famille a demandé à la justice d'examiner un téléfilm qui va bientôt raconter le drame de sa vie. Une série de 6 épisodes sur l'affaire Villemain qui met en scène le drame des parents du petit Grégory, mais aussi Bernard Laroche, le principal inculpé assassiné. Aujourd'hui, chez son avocat, sa veuve s'inquiète du traitement qui sera réservé à son histoire familiale. Vous savez, quand on nous dit, moi on m'a répondu, on ne cite pas le nom de Bernard Laroche ni Marie-Ange Laroche, mais on a mis des autres noms et prénoms, quoi. Je sais pas, on n'est pas dupes. Hein. Faut pas non plus prendre les gens pour des imbéciles, quoi. Le nom de Bernard Laroche n'est pas cité, mais l'affaire est traitée dans ses moindres détails et les ressemblances physiques sont frappantes. Pour Christine, pour Jean-Marie et plus encore pour Bernard Laroche, nommé Bernard Longuet dans la série. On a le droit à être un peu tranquille. Puis mes gosses grandissent aussi dans la tranquillité parce que pour eux, c'est pas bon non plus. Hein. Mais c'est comme ça, j'ai l'impression que le sort s'acharne, quoi. Avec son avocat, elle souhaite visionner la série avant sa diffusion sur France 3. À Paris, les producteurs achèvent le tournage d'un autre téléfilm.
Pour eux, la demande de Marie-Ange Laroche est irrecevable. Ils ont versé 35 000 € aux époux Villemain pour utiliser leur nom. On attaque sur elle, qui les voit rentrer, donc ça levé, on l'accompagne. Mais donner un droit de regard à tous les protagonistes de l'affaire leur paraît totalement incompatible avec la liberté de création. On a commencé par acheter les droits du livre de Christine et Jean-Marie Villemain parce qu'on traitait de leur vie privée dans cette série. Ensuite, demander l'autorisation à tous les protagonistes de l'affaire Villemain, ça a plus de 20 ans aujourd'hui. On ne voyait pas comment on pouvait contacter tout le monde et demander à chacun de lire une version de scénario ou de séquencier ou n'importe quoi, enfin à différentes étapes, et que chacun donne son point de vue et nous demande de modifier ça. Tout le monde a sa vérité, son ressenti, et ça on ne pouvait pas. Liberté de création contre liberté individuelle, droit d'évocation contre droit à l'oubli, ces deux logiques n'ont pas fini de s'affronter. Car la mise en scène de grands faits divers est devenue le nouveau filon de la télévision. Pour s'en rendre compte, nous sommes allés à Saint-Tropez, au Festival de la Fiction TV. Un peu plus comme ça, un peu plus comme ça. Voilà, magnifique Delphine. Cette année, tous les genres de fiction sont en compétition. Mais pour la coordinatrice de l'événement et cette analyse des programmes, à l'heure de la diffusion, ce sont les affaires criminelles qui rencontrent toujours les plus gros succès. C'est vrai que toutes ces affaires presque récentes, on va dire, même certaines sont encore en cours de justice. C'est vrai que c'est peut-être un effet miroir, il y a un attrait, c'est une mémoire fraîche quand même. L'affaire Villemain, c'est pas loin finalement cette histoire. L'affaire dans la tête du tueur sur TF1, je me rappelle l'affaire Dominici, ça a été une audience à plus de 50% de part de marché. Donc c'est vraiment aujourd'hui le programme sur lequel les chaînes font le plus d'audience. Ce soir, c'est l'ouverture du festival. Mais l'affaire Villemain n'est plus à l'affiche. Pour ne pas braquer la justice, les producteurs ont finalement renoncé à projeter leur série. Une occasion ratée de faire l'événement et un peu d'amertume. Ça aurait sûrement été un grand événement, mais ce sera pour plus tard. C'est un regret ? Bon, c'est toujours un regret, on aimerait bien montrer des choses qu'on aime bien. Dans quelques instants, en avant-première, c'est une autre affaire qui va être projetée. Muriel Robin y tient le rôle vedette, celui de Marie Bénard, longtemps accusée d'avoir empoisonné 12 membres de sa famille, et finalement acquittée au bénéfice du doute. J'ai failli dire moi ce rôle parce que j'ai cru au début que c'était Marie Besnéard. Et ça m'a foutu les jetons, je ne le cache pas, parce que je sais que Marie Besnéard est coupable. L'affaire n'est pas drôle, mais dans le monde irréel de la fiction, ce n'est qu'une simple histoire. Bonsoir à tous. Pourtant, la soirée est un peu gâchée. TF1 a 2 autres faits divers en boîte, mais leur diffusion est bloquée par les protestations des familles concernées. J'espère sincèrement que tous les films qui sont en ce moment à 2 doigts d'être interdits ou repoussés ne le seront pas et que la télévision continuera d'être adulte et de pouvoir traiter de tous ces sujets. Voilà. Très bonne. Fin septembre, le premier épisode de Marie Bénard a réalisé le meilleur score des fictions de l'année. Quelques jours plus tard, le verdict du tribunal de Nancy est tombé. Marie-Ange Laroche ne visionnera pas les épisodes de l'affaire Villemain. Voilà pour ce reportage d'Éric Colomer et de Guillaume Villard. Et nous sommes ici avec vous, Jacqueline Fraisse, ancienne maire de Nanterre, dans cette mairie, dans cet hôtel de ville de Nanterre, où s'est déroulé ce drame que tout le monde a encore en tête. On appelait ça la tuerie de Nanterre. C'était entre le 26 et le 27 mars 2002. Et c'était Richard Dion qui a abattu de sang-froid 8 membres du Conseil, blessé 19, dont 14 grièvement. Oui. Alors, il y a justement un film
qui était en préparation et qui était prêt pour sortir sur l'affaire. Vous, vous y êtes opposé, vous au sens large, les membres du Conseil. On va en parler. Je voudrais simplement vous donner quelques chiffres pour compléter ce reportage sur ce qu'ont été ces succès d'audience sur des affaires criminelles célèbres. Par exemple, sur l'affaire Dominici dont on parlait, c'était en 2003, en octobre, c'était plus de 12 millions de téléspectateurs et plus de 50% de part de marché sur TF1. L'affaire dans la tête d'un tueur, l'affaire sur Francis Holm, là aussi sur TF1, mars 2005, 10 millions, 42% de part de marché. Landru, en septembre 2005, 9 millions et demi, 39% de part de marché, ou encore Marie Bénard, c'était donc il y a quelques jours, 11,3 millions de téléspectateurs en moyenne sur 2 épisodes et 45,3% de part de marché. Il y a donc maintenant l'affaire Villemain qui doit venir sur France 3 et puis des films qui sont bloqués, un film sur Ranucci et puis ce film sur la tuerie de Nanterre. Pourquoi est-ce que vous êtes opposé à ça? Personnellement, je ne me suis opposée à rien. J'ai simplement dit que je ne souhaitais pas y participer parce que c'est quelque chose qui est très douloureux, récent, extrêmement douloureux, et je n'ai pas envie de participer à ce genre de document qui, effectivement, vous venez de le dire, permet à certaines chaînes de faire beaucoup d'argent, mais je pense que c'est toujours préoccupant de faire beaucoup d'argent sur la souffrance des autres. Et comment vous l'interprétez-vous par rapport au contact que vous avez eu, aux échanges? Est-ce que effectivement le délai est trop court? Est-ce qu'il y a un temps de deuil, un temps de Je pense qu'il y a beaucoup de facteurs. Par exemple, une des victimes avait 2 petits-enfants de 3 ans et 5 ans. Si un tel film passe à la télévision, la maman se dit: est-ce que je montre ce document à mes enfants qui va mettre leur père en scène? Ils vont voir peut-être mourir leur père. Et si elle ne le montre pas, si elle décide de ne pas le montrer, les enfants, lorsqu'ils vont aller à l'école, vont en entendre parler. Et comment vont-ils réagir alors qu'ils ne l'ont pas vu? On n'échappe pas à un film comme ça à la télévision. On n'échappe pas à un film comme ça. Et donc je comprends que certaines familles ne souhaitent vraiment pas, surtout aussi près de l'événement, ou même fassent machine arrière après avoir dit oui. Alors, quand elles ont vu le film. Alors vous me disiez, est-ce que c'est justement d'avoir vu dans ce genre de docudrama ou de docufiction, il y a une partie de témoignage, une partie de reconstitution avec des acteurs. Et est-ce que c'est ça le plus dur, c'est de voir jouer entre guillemets une scène d'un drame qu'on a vécu? Personnellement, je trouve ça assez choquant j'imagine me voir dans la peau d'un acteur qui joue ma personne, se faire tirer dessus, c'est très choquant. Vous dites ça, vous dites qu'à titre personnel, vous n'avez pas voulu participer de toute façon. Cette salle dont je parle, la salle du Conseil, d'un commun accord ici, elle est sanctuarisée. On n'y rentre pas, enfin on ne filme pas, on ne va pas exploiter. Et pourtant vous-même, comme élu, comme maire, au moment du drame, vous avez frappé tout le monde par la façon dont vous avez fait face, assuré et parlé aussi. Vous avez raconté beaucoup. Et on se dit, tiens, il y a un décalage entre ce silence que vous imposez maintenant et puis ce qui a été votre attitude à l'époque. Alors je crois que je dois rectifier ce que vous me dites. Je n'impose pas le silence et je ne suis pas moi-même... Vous imposez. Je ne suis pas moi-même dans le silence, d'ailleurs la preuve, je suis avec vous, Monsieur Duquet. Mais au moment du drame, j'ai fait face et j'ai dû faire face et il fallait faire face et c'est bien que j'ai eu la force de le faire parce que tout le monde en avait besoin, les familles avaient besoin que je sois là, les victimes aussi, c'était mon devoir, j'ai eu la chance inouïe d'échapper à cette tuerie. Mon devoir impératif était d'aider tous ceux qui étaient dans la souffrance. Donc je l'ai fait et je le referai si mes forces le permettent. Je n'ai pas de... C'était votre devoir, mais encore fallait-il pouvoir le faire. Voilà, vous avez su le faire. Je trouve que j'ai su le faire, j'ai pu le faire. Tout le monde. Mais ce que je veux vous dire, c'est que je ne suis pas dans le silence, je suis prête à parler. Mais premièrement, je suis extrêmement attentive à la sensibilité de toutes celles et tous ceux qui ont été touchés par ce drame, parce que je sais et je l'ai constaté à quel point il y a des différences de sensibilité. Certaines personnes considèrent que telle chose est anodine, d'autres y accordent une importance
particulière, etc. Et donc moi, ma sensibilité est ce qu'elle est, mais je fais très attention de bien respecter la sensibilité des autres. Et donc, je n'impose pas le silence, mais j'impose que l'on respecte chacun sa sensibilité et que la télévision et la correction. Là, en l'occurrence, ça s'est fait avec beaucoup de respect. Avec beaucoup de respect. Donc. La salle du Conseil, on peut y aller. D'ailleurs, nous y allons très régulièrement. Oui. Mais ce n'est pas une salle de cinéma. Peut-être un jour, les élus considéreront-ils que on peut aller dans cette salle, suffisamment de temps à passer, voilà, qu'on peut mettre en image des choses éventuellement, pour évoquer ce qui s'y est passé. Nous n'avons pas décidé collectivement de transformer cette salle en une salle de tournage, et donc je tiens beaucoup à respecter cela. D'accord. C'est une décision collective. Donc. Vous dites, bon, les chaînes font de l'argent, ou le cinéma fait de l'argent avec ces histoires-là. Est-ce que ça n'a pas été de tout temps une source d'inspiration, le fait divers, dans les journaux, dans le cinéma, dans la littérature? C'est pas une nouveauté quand même en même temps. Et ça intéresse tout le monde. On parlait de Marie Bénard, vous me disiez que vous aviez regardé Marie Bénard à la télé. Oui, bien sûr. Et sans doute que ce qui s'est passé à Nanterre donnera lieu, d'ailleurs c'est normal que ça donne lieu y compris à des réflexions pour que ça ne se reproduise pas. Donc moi je ne suis pas opposée à cela. Mais encore une fois, attention à l'humain. Attention à l'équilibre, à des plaies qui seraient trop vives, à des blessures, à des angoisses. Et on voit dans le cas de Villemain, Madame Laroche, qui 22 ans après le supporte encore difficilement. Et une dernière chose sur le drame lui-même, mais sur vous, sur les enseignements éventuels que vous en avez tirés. Est-ce que ça a changé quelque chose dans votre vie, tout simplement, cette affaire, dans votre perception de la vie? La perception de la vie, oui, sans doute, ça a bougé une échelle, ça a bougé les valeurs, c'est-à-dire que certains événements qui me touchent ou qui me font souci ont été remis à leur place, parce que quand même, quand on sort, ça relativise certaines choses, toujours. Beaucoup de choses. Merci beaucoup. Merci d'avoir répondu à nos questions ici et parler de cette affaire. Alors, on parle dans toute l'émission des gens qui tournent la page ou qui n'arrivent pas à tourner la page. Vous, visiblement, vous l'avez tournée, ou en tout cas, vous avez intégré, vous essayez d'intégrer cette histoire dans votre histoire. Mais d'autres voudraient bien la tourner, mais c'est un peu à cause de la justice qui n'arrive pas à la tourner. Il s'agit là des descendants éventuels, des enfants, des petits-enfants même, de condamnés qui estiment que leur aïeul a été condamné à tort par la justice. Et ils se battent pendant des années, des dizaines d'années. C'est le cas de Seznec qu'on recevra tout à l'heure. C'est le cas aussi de la famille de Miss Etienneau. Ils se battent pour que l'innocence de leur aïeul soit reconnue. Comment ces combats sont-ils menés? C'est une enquête d'Éléonore Gay et de Fred Capron. C'est l'une des affaires les plus retentissantes de l'après-guerre. Un mystère jamais élucidé qui plane toujours sur la Brenne. Une affaire de meurtre, d'aveux extorqués, de combats pour obtenir la révision d'un procès. 31 décembre 1946. Dans un de ces étangs, on retrouve un cadavre à demi immergé. C'est celui du garde-chasse Boitard. L'homme a été abattu de 4 coups de fusil. Très vite, 8 jeunes chasseurs sont arrêtés et pour les enquêteurs, aucun doute, les assassins sont parmi eux. Raymond Miss et Gabriel Thienot. Pendant les interrogatoires, Miss et Thienot avouent le meurtre du garde-chasse, puis ils se rétractent. Au procès, ils ont beau nier, la justice les condamne. 15 ans de travaux forcés. Ils viennent d'avoir 20 ans. « 60 ans plus tard, dans la banlieue de Toulon, Raymond Miss attend toujours qu'on reconnaisse son innocence. Mais regardez ça! C'est un vieil homme, bien fatigué. Il a 79 ans. Là, voilà. Une grappe de raisin. Et voilà. Emprisonné à 20 ans, il a été libéré 7 ans plus tard, à la faveur d'une grâce présidentielle. Ici, regardez, là. Voilà. Non, voilà une autre. Toute sa jeunesse, il l'a passée derrière les barreaux.
Voilà. Aujourd'hui, c'est votre passe-temps préféré de jardiner? Ah ben, mais je suis né peut-être paysan. mais moi j'aime bien la campagne. Depuis sa sortie de prison, depuis 52 ans, il se bat pour la révision de son procès, avec son frère et ses sœurs. Tout le monde, ma sœur a été travailler. Ouais. Irène, la cadette, l'a toujours soutenu, surtout quand il était en prison. C'était une lettre par semaine, tous les deux, on s'écrivait, toutes les semaines on s'écrivait. J'étais la correspondante à mon frère. Lui, il devait... Leur espoir aujourd'hui, c'est la demande de révision déposée en 2005, la dernière d'une longue série. Car cette fois, Raymond Miss a été entendu par un juge. On n'a plus parlé, C'est la première fois que j'ai pu parler. Et que tu as été écouté. Que j'ai été écouté, et c'est pour ça j'ai confiance en cette peut-être nouvelle procédure qui, espérons, va aboutir. Pour nous, il est innocent, donc il a toujours été innocent. Donc la question ne se pose pas, c'est pour surtout pour lui. Mais enfin, je ne sais pas comment expliquer, parce que on arrive à ne plus y croire, donc de toute façon, à cet aboutissement. Le procès en révision. Cette nouvelle demande sera-t-elle la bonne? À 4 reprises déjà, Raymond Miss et Gabriel Thiénot se sont présentés devant la Cour de cassation pour demander leur réhabilitation. 4 demandes depuis 1980. Comment vous vous sentez là? Bien. Je me sens un peu... Bien sûr, c'est normal, mais j'ai soif. L'espoir, malgré les déceptions. Messieurs, s'il vous plaît. Messieurs, voilà ici. Car au fil des années, la justice leur a toujours fait la même réponse. La demande de révision ne peut être admise. Par ces motifs, rejette la demande de révision. 1983, 1988, 93 et 96. Autant de demandes, autant de rejets. Je crois qu'on leur aurait amené l'assassin aujourd'hui, eh bien ça aurait été pareil. C'est la même chose. On ne nous aurait pas encore rendu justice. Je me demande ce qu'il fallait leur amener, je me le demande. Et en 2003, Gabriel Thiénot est mort d'une crise cardiaque, sans avoir obtenu gain de cause. À Châteauroux, Janine, sa veuve, et leur fils Thierry continuent de se battre. Usés par ces années de procédure, blessés par l'accueil que leur a parfois réservé la justice. Comment vous ne voudriez pas être en colère quand vous avez vu le spectacle que j'ai pu voir une fois de la Cour de cassation qui s'est réunie en commission plénière? Excusez-moi, c'est aberrant. Pourquoi? C'est honteux. Les plus hauts magistrats de France en train de dormir? Il y en avait 3 qui dormaient. Juste se réveiller pour profiter du gars qu'on vient de casser encore une autre fois? Non, ça c'est pas ça la justice pour moi. Vous tapez à des murs. C'est des gens qui sont bornés, ils veulent pas. Ils ont été jugés. Pour eux, ils sont coupables. On ne cherche pas le pourquoi ni comment. Pourtant, une fois encore, et peut-être pour la dernière, ils ont choisi de saisir la Cour de cassation. Là, les choses ont l'air d'évoluer. C'est la première fois qu'il y a une commission d'enquête qui est faite comme il faut, qu'on interpelle, enfin qu'on interviewe les gens correctement, chose qui s'était jamais fait avant, on n'avait entendu personne. À Paris, depuis juin 2005, les magistrats ont donc repris le dossier Miss et Thiénot. Martine Anzani est la présidente de la commission spéciale qui va statuer. Alors expliquez-nous où on est. Alors nous sommes dans les locaux de la commission de révision des condamnations pénales. C'est la salle où sont stockés les dossiers pour lesquels des demandes de révision ont été déposées et sont en cours d'examen. Et vous avez le dossier de l'affaire Miss et Thiénot? Oui. Enfin, il n'est pas là, il est dans le bureau du conseiller rapporteur qui étudie la demande. Des demandes de révision, la commission en reçoit plus d'une centaine par an, pour des crimes ou des délits. La plupart sont rejetés,
à près de 90%. Le critère de la demande de révision, le principal, c'est le fait nouveau, qui est inconnu des juges qui ont condamné et qui est de nature à faire naître un doute. Alors déjà, la nouveauté du fait, il faut vérifier la nouveauté du fait. Alors la nouveauté du fait, on la vérifie en étudiant le dossier. Si on nous dit tel témoin a fait tel témoignage et qu'on s'aperçoit qu'il l'a déjà dit dans le dossier, que ça a été examiné, bon, la demande n'est pas valable, n'est pas recevable, même parce que le fait n'est pas nouveau. Un fait nouveau. Jusqu'en 1989, il fallait prouver l'innocence du condamné. Alors la salle d'audience, elle est par là. Aujourd'hui, il suffit d'introduire le doute. C'est donc ici, dans quelques mois, que les juges donneront peut-être leur feu vert à la révision. Mais 60 ans après les faits et après 4 tentatives infructueuses, qu'est-ce qui pourrait emporter leur décision? Nous sommes chez Léandre Boiseau, à Châteauroux. Il est le président du comité de soutien Miss Etienneau. Alors voilà le coin réservé au comité de soutien pour la révision du procès Miss Etienneau. À 66 ans, cet enseignant à la retraite n'a jamais lâché l'affaire. Une cause qu'il a embrassée en 1980. Il y a même consacré 2 livres. J'ai connu Gabriel Etienneau, j'étais enfant. Et j'étais d'une famille où on croyait, mais ferme, à l'innocence de Miss Etienneau. Et lorsque je l'ai rencontré pour la première fois, ça a été pour moi un choc. C'était un héros, quoi, hein, pas de bande dessinée, c'était Mesako et Vanzetti à moi, quoi, hein, d'enfant puis d'adolescent. Et lorsque j'ai pu enfin faire quelque chose pour eux, parce que je m'étais toujours proposé de faire quelque chose pour eux, je ne pouvais qu'écrire un livre, ce que j'ai fait. Et c'était, oui, c'est un côté obsédant. Des livres, des articles et des interventions sur le terrain médiatique. Le soutien populaire à Miss Etienneau et les autres, c'est d'abord et avant tout 15 à 16 réunions faites dans tout le département. Des réunions, des pétitions et même une chanson. Derrière chacune de ces actions pour Raymond Miss et Gabriel Etienneau, il y a le militant Boiseau. Ça dépend qui l'on est et comment on s'appelle. Allez le demander à Raymond et Gabriel. Le point de départ de son engagement, c'est la contre-enquête qu'il mène seul à la fin des années 70. Ce sont des articles de journaux. Et il a un coup de chance. Un juge l'autorise à consulter le dossier d'instruction et même à photocopier les notes des gendarmes, le rapport ou encore les photos de l'autopsie. Pendant 1 mois et demi, je vais pouvoir consulter le dossier en toute quiétude. J'y allais le soir après mon travail. Tout le dossier d'instruction? Tout le dossier. Tout le dossier d'instruction et le dossier de cour d'assises. Hein. Et là, j'y découvre des choses étonnantes. Des choses étonnantes qu'il vérifie en recueillant lui-même des dizaines de témoignages. Et bientôt, une piste inédite. Dans cette affaire, il en est sûr, Miss Etienneau ont été condamnés à la place d'un autre. Le garde Boitard aurait été la victime d'un fermier des environs. Le lieu du crime, la ferme du lieu-dit. Prends garde à toi. Une mauvaise rencontre qui a eu lieu ici entre le garde et le fermier. Sans doute une histoire de braconnage qui s'est mal terminée. C'est là qu'il aurait été tué. Coup de feu. C'est dans la nuit du lundi au mardi qu'il aurait été transporté par le fermier en question jusqu'à l'étang des Saules derrière, tout près, à 150 mètres. Il est caché dans la végétation maintenant. Le fermier était-il le vrai meurtrier? On ne le saura jamais. Il est mort en 1972 et en 1946, personne n'a pris la peine de l'interroger. Il faut dire que la police a vite trouvé ses coupables, les 8 jeunes qui chassaient dans les parages. Arrêtés le lendemain de la disparition du garde-chasse, ils vont tous avouer. Le meurtre pour Miss Etienneau, la complicité pour les 6 autres. Parmi eux,
Bernard Chauvet, 21 ans, et Jean Blanchet, 18 ans. Aujourd'hui, ils vivent toujours dans la région. À 78 et 81 ans, ils se souviennent très bien de leur garde à vue, à la gendarmerie et dans une salle de la mairie de Mézières-en-Brenne. C'est ça la chambre des tortures. Oui. Comment que ça se passait? Les policiers ne les ont pas épargnés. Ils jouaient au ballon avec moi, à 5 ou 6, c'est un coup de pied, un coup de poing, quoi. Et puis, oui, bon, au bout d'un certain temps, ils voulaient nous faire signer, donc on ne voulait pas signer, donc ils nous descendaient, et puis ils en prenaient une autre, et puis après, ben, ils nous reprenaient une autre fois à part, et puis c'était ça, un coup de pied, un coup de poing, et puis le reste, on était des locs, quoi. On était des locs. Dans le village, à l'époque, on sait ce qui se passe à la mairie. Mais il faudra attendre 1980, 35 ans plus tard, pour qu'une habitante le raconte à la télévision. On entendait des cris de douleur. C'était atroce à entendre. Voyez-vous, quand notre travail était fait dans la cour, on rentrait, on fermait la porte et puis on fermait les volets pour entendre le moins possible. Oui. Au bout d'une semaine, comme les autres, Jean et Bernard craquent et signent leurs aveux. Je voyais là en venant du côté de ma mère sous leur feu dans ce... On ne savait pas se consigner. Ouais. On ne savait pas se consigner puisque c'était fait d'avance. Ouais. Donc les dépositions, il y avait juste tout qui se coulait. Moi, ils m'ont fait transporter le corps et puis tout. Je me mis garde. Non. Ah oui? Vous avez signé ça dans vos aveux? Ah bah oui, oui. C'était leur déposition qu'ils avaient faite, quoi. Toutes les dépositions étaient faites automatiquement d'avance. Ils auraient très bien pu me faire tuer le garde, à moi, comme ils me le font transporter, je sais pas pourquoi, mais enfin bon... Oui, mais c'est demandé de toutes pièces. Comme les autres, ils sont condamnés. Oui. 2 ans pour complicité. Ça rappelle des drôles de souvenirs. Des aveux extorqués, une enquête bâclée. Pour la première fois l'an dernier, ils ont pu témoigner devant la commission de vision. Mais leur récit sera-t-il considéré comme un fait nouveau par les juges? Dans le doute, Léandre Boiseau cherche toujours de nouveaux éléments. Il y a quelques mois, il reçoit un coup de téléphone. Un homme de 86 ans a des choses à lui raconter sur l'affaire. Un ancien gendarme de Mézières-en-Brenne. Antoine Évrard est arrivé dans le village 10 ans après le meurtre et les interrogatoires musclés. Ce qu'il constate dans le dossier l'étonne. Alors, officieusement, sans en référer à sa hiérarchie, il refait l'enquête et interroge plus de 40 témoins. Quelle était la conclusion de votre enquête? De mon enquête, ils sont innocents. De ce que, dans ma conscience, dans mon âme, ils sont innocents. La chose qui me frappe. Mais très vite, ces recherches dérangent. J'avais eu 4 gendarmes qui sont venus me voir. Ils m'ont dit, tu nous fous la merde ici. Tel que, qu'est-ce que tu t'occupes d'une affaire qui est close? Ils ont été condamnés, À l'en croire, sa hiérarchie lui demande même de détruire son enquête. Une révélation un peu éloignée du cœur de l'affaire. Un témoignage tardif. Pourtant, Léandre Boiseau a obtenu qu'il soit pris en compte par les enquêteurs. Suffira-t-il à emporter la conviction des magistrats, à introduire le doute, à faire reconnaître l'innocence de Miss Etienneau comme il l'espère? Tous les jours, depuis 3 ans, Janine Thienot se rend sur la tombe de son mari. Avec lui, elle est aujourd'hui seule, elle lui a fait la promesse de le défendre jusqu'au bout. Je me dis, parce qu'il est parti sans qu'on reconnaisse son innocence, et pour moi il ne reposera jamais en peine. Il sera pas reconnu innocent. C'est le temps je pense à ça. Et vous ne vous dites pas que c'est presque trop tard pour continuer? Si, c'est trop. Bien sûr, c'est trop tard, mais je veux quand même
que tout le monde sache qu'il était innocent. S'il y a encore des gens que du moment qu'ils ont été condamnés, ben, qu'ils sont coupables. Et ça, je veux pas. Puis pour sa mémoire, pour son honneur, celle de ses enfants. Puis je vous dis pour qu'ils puissent reposer en paix. Ce que ne dit pas Jeannine Thiénot, c'est que cette 5e demande de révision sera sans doute la dernière. Reportage signé Éléonore Gay et Frédéric Capron. Et nous sommes ici maintenant devant le palais de justice avec vous, Denis Seznec. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je sais que vous n'avez pas trop envie de parler parce que vous êtes à une période très sensible et que vous avez peur qu'éventuellement les juges soient indisposés par vos propos. Donc on ne va pas parler du fond du dossier. Mais là, on voyait l'affaire Miss-Etienneau, on voyait qu'ils étaient donc dans l'attente de passer ce barrage de la commission de révision. Vous l'avez passé largement. Oui. Et vous venez d'être entendu par la Cour. Oui. C'était la semaine dernière. Avec l'avis favorable de l'avocat général de la Cour de cassation, ce qui n'est pas rien. Et donc c'est vrai que c'est un moment historique. Nous sommes dans une attente en ce moment. Effectivement, je ne vais pas m'exprimer sur le dossier, ça les indisposerait probablement. La réponse, c'est ils l'ont fixé au 14 décembre à 14 h. Oui. Là, on saura si oui ou non, après plus de 80 ans de 83 bataille. Ans. 83 ans de bataille. Votre grand-père est, oui ou non, reconnu innocent. C'est ce qu'on appelle décharger la mémoire d'un mort. Oui, absolument. C'était un moment incroyable pour vous. Ah oui. Il y avait combien de magistrats? Il y avait toute la Cour de cassation quasiment les 40, peut-être 38, parce que ceux qui ont voté favorablement dans la commission de révision avant n'ont plus le droit de vote, à ce que j'ai compris, donc ils n'étaient pas là. C'est très solennel. Ah oui. Tout le monde a parlé, vos avocats. Vous avez parlé pendant une demi-heure? À la fin, oui. À la fin, oui. Parler, c'est... Oui, j'ai parlé, mais c'était extraordinairement dur. Dur, oui, parce que j'ai l'impression que j'ai joué ma vie, là. J'ai joué ma vie, et si j'avais eu le sentiment que les magistrats avaient été indisposés, il semblerait que non. Il semblerait. Vous êtes optimiste? Disons que je suis très confiant, très confiant. J'ai l'impression quand même qu'on a affaire à une justice qui probablement veut bien se remettre en partie en cause aujourd'hui. Réfléchis, je crois, oui. Davantage. Oui. Mais vous dites, j'ai l'impression de jouer ma vie. Oui, j'ai joué ma vie. Ça fait combien de temps que vous battez pour ça? Personnellement, 40 ans, ma famille, 83 ans. 40 ans. Parce que, oui, j'ai vu ma mère tout sacrifier. J'ai un frère qui s'est suicidé il y a maintenant 11 ans. J'ai un filleul qui s'est suicidé aussi. Toute ma famille a été exterminée par l'affaire Seznec. Ça a commencé par... Détruite. Marie-Jeanne, les magistrats le savent, ça. Marie-Jeanne, la femme de mon... Elle est morte à 45 ans. Elle a mis 4 enfants dans des orphelinats, sous des faux noms. Elle est montée à Paris, elle, une fière bretonne, dans une chambre de bonne, 7e étage, sans ascenseur entre nous, pour présenter des requêtes sur requêtes. Elle voulait se battre, se battre. Et on en est, je crois, là, il y a un polémique sur les chiffres, 14e requête aujourd'hui. Oui, mais 9 ou 14. Pourquoi vous, petit-fils? Bon, votre grand-père, il avait été quand même remis en liberté. Sa peine avait été d'abord commuée, puis il avait été gracié, et il est mort libre, il était libre. Oui, mais gracié, c'est pas innocenté. Vous aviez un souvenir de votre grand-père, vous avez sauté sur ses genoux quand vous étiez petit, c'est ça? J'étais pendant 7 ans avec lui, parce qu'à l'époque, j'ai eu la chance d'avoir un vrai grand-père qui m'a élevé. En plus, il avait un physique, il faut le voir physiquement. On le voit sur le livre que vous allez peut-être ressortir d'ailleurs et réactualiser à l'occasion du procès. Sûrement, oui. Ça s'appelle Denis Seznec, nous les Seznec. Oui. C'est vous voyez son visage, c'est un visage qui est fort. Ah oui, fort. Et en plus, un héros parce qu'il revenait de l'enfer du bagne. Mais lorsque je prends conscience que toute ma famille s'est sacrifiée, j'y commence, c'était très présomptueux, une sorte de contre-enquête, avec ma mère bien sûr. Vous êtes devenu, vous, un enquêteur? Oui, absolument. À chercher des preuves? Absolument. Mes premières découvertes étaient un peu entre nous, pas recevables par la justice, et c'était dérisoire d'ailleurs. Mais j'en étais très fier quand on était tout jeune, j'avais 17-18 ans. Mais j'ai commencé à découvrir des vraies choses. Après, j'ai plongé dans le dossier. Et vous trouvez des faits? Oui, vous trouvez des témoins? La météo nationale m'aide, bien sûr, parce que c'est une affaire célèbre. Des avocats m'aident, les gendarmes m'aident, des policiers m'aident. C'est ça qui est... Il y a comme ça tout un courant autour de vous? Oui, absolument. Des hauts magistrats aussi. Là, vous dites ça fait 40 ans. 40 ans. Est-ce que vous avez l'impression, honnêtement, d'avoir sacrifié votre vie à cette affaire? J'ai peur, spontanément, je vous dirais oui. Mais j'ai peur qu'en disant oui, qu'on comprenne que je regrette. Je regrette pas du tout. Du tout. Mais en même temps, c'est vrai que
j'ai le sentiment que ma famille, si jamais c'était par malheur, je ne veux pas parler de ce qui est en cours, mais si par malheur le 14 décembre c'était non, je crois que personne n'ose l'imaginer, mais je crois même l'opinion ne l'imagine pas du tout. Si c'était non, oui, j'aurais ce sentiment qu'on a sacrifié 83 ans de et moi mes plus belles années à une quête du Graal, même si moralement on a marqué l'histoire. Mais vous dites que vous êtes passé personnellement à côté de choses, à côté d'une autre vie, à cause de ça, ça vous a mangé votre existence? Bien sûr. Je vous donne un exemple un peu personnel. Mon épouse et moi, on n'a pas pu avoir d'enfants. Vous voyez, on n'est pas exceptionnel, mais on est quand même un certain nombre en France. J'aurais pu adopter. Maintenant, on le regrette, mais adopter, il faut, vous savez, il faut être moralement un peu libéré. Professionnellement, j'ai pris que j'avais une bonne profession, j'ai vu tous mes copains, tous les amis qui ont eu Vous n'avez pas fait de carrière? Non, pas fait de carrière. J'ai plutôt même choisi une profession qui me libérait l'après-midi. Vous voyez, à la fin, je corrigeais les discours des parlementaires. Je travaillais le matin, je terminais à midi. Vous avez deviné pourquoi je le faisais. Même le livre, alors ça, en revanche, c'est le bon côté. Ça m'a permis de jeter un pavé pour l'avenir. Si je ne suis plus là un jour, il restera ce témoignage. Et en plus, ça a prouvé que j'en étais capable de cette contre-enquête. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Puis il y a aussi une femme dont vous ne parlez pas beaucoup, par pudeur sans doute, c'est votre épouse, qui vous a accompagné toutes ces années-là. Et je pense que ça n'a pas dû être facile tous les jours. Oh non, c'est pas tous les jours. Connaissant le combat que vous avez mené. Je dis parfois que mes amis me supportent dans les deux. Je crois qu'ils ont une grande affection pour moi, mais en même temps, c'est pas facile de vivre avec moi. Et ça s'appelle donc Nous les Seznec. Bon, c'est un livre que beaucoup déjà connaissent et qui vous serait en fonction de ce qui va se passer, de ce que décideront les plus hauts magistrats français sur l'une des histoires les plus célèbres qui existent en France. Ah oui, même à l'étranger. Vous avez vu à l'étranger. Je crois que j'aurai une prière ce jour-là quand même. Vous voyez, je me disais non-croyant, mais je crois que j'aurai une prière. Quand même. Alors, justement, vous disiez tout ça, c'est un combat dans le monde judiciaire avec des aides, avec aussi des avocats, avec des démarches, et ça coûte aussi beaucoup d'argent. Aux États-Unis, le système n'est pas tout à fait le nôtre, et les sanctions ne sont pas non plus les mêmes, puisque dans beaucoup d'États, la peine de mort existe toujours. Et dans l'État de l'Illinois, à Chicago, eh bien, des étudiants en droit se sont spécialisés pour aller réexaminer, revisiter les dossiers de condamnés déjà en prison et pour certains condamnés à mort parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait parmi eux beaucoup trop d'innocents. Reportage aux États-Unis de Lucas Amanger et de Édouard Perrin. C'est un homme libre qui déambule dans les rues de Chicago. Libre après plus d'un quart de siècle passé en prison pour rien. Ce sont des années que l'on m'a volées et que je ne pourrai jamais récupérer. Les années les plus précieuses, celles où j'aurais pu devenir quelqu'un, devenir celui que je voulais être. Je croyais en Dieu, je croyais en moi, et quelles que soient les réparations que j'obtiendrai, ces années ne m'ont pas rendu. Pourtant, dans son malheur, Michael a presque eu de la chance. Condamné à l'âge de 17 ans à 400 ans de prison pour viol et pour meurtre, il devrait toujours être derrière les barreaux. Sa liberté, il la doit à une poignée de jeunes juristes déterminés et pour certains bénévoles. C'est eux qu'il va voir aujourd'hui. À la fac de droit de Chicago, l'une des plus prestigieuses des États-Unis. Hey, comment ça va, toi? Salut Michael, c'est bien de te revoir. Alors ça va? Moi, super, super. Ces gens-là ont travaillé pendant 4 ans pour le faire sortir de prison. Michael, je te présente Sean, l'un de nos nouveaux étudiants. Sean, voici Michael, c'est l'un de nos condamnés à tort. Vous connaissez certainement son histoire. Il a été disculpé grâce à l'ADN et ensuite gracié par le gouverneur. Combien d'années déjà? 27 ans? 27 ans et 10 mois. 27 ans et 10 mois pour un crime qu'il n'avait pas commis.
Depuis qu'il a été libéré, il y a 3 ans, Michael vient chaque semaine voir ceux qui se sont battus pour lui. Au nom du droit et de la raison, la devise de la faculté. Amasser des preuves, obtenir des contre-expertises ADN et même un nouveau procès, cela a été leur combat. Oh, ça peut prendre des années de retrouver des preuves qui peuvent avoir été perdues ou détruites. En ce sens, Michael a été chanceux parce qu'on les a retrouvées. Au début, les juges du comté refusaient les expertises ADN, donc on a dû se battre contre ça. Et puis aussi se battre pour trouver les bons experts. En tout, le processus judiciaire peut prendre des années. En plus d'être prof, Karen Daniel est avocate. C'est elle qui a plaidé le cas de Michael. Son département, le Centre des condamnés à tort, a été créé pour s'occuper de gens comme lui. Prends soin de toi, Michael. Toi aussi, Karen. Une petite équipe, quelques profs tout au plus, qui puisent dans le vivier des étudiants pour mener à bien ces enquêtes. Le programme date de 1998, il est unique aux États-Unis et les meilleurs étudiants de droit se battent pour y participer. Et pour cette rentrée universitaire, le cas sur lequel ils vont plancher, c'est celui d'un condamné à perpétuité. Le centre a accepté que nous suivions leur travail sur ce dossier qu'ils traitent depuis plusieurs années. Les étudiants, eux, vont le découvrir. Et après 4 ans de cours théoriques, pour Erin, Sean et Christian, le choc va être rude. Le cas pratique, le voici. Il s'appelle Juan Rivera, il a 33 ans. Il a été condamné en 1993 à la prison à vie pour le viol et le meurtre de Holly, 11 ans. Il a avoué avant de se rétracter et depuis, il purge sa peine dans la prison de l'État. À ce stade de la procédure, le centre a déjà obtenu une date pour la révision du procès. Ce sera pour janvier. Tout le travail des étudiants va donc être de préparer l'audience dans ses moindres détails. Vous n'en savez pas encore assez pour savoir ce qui est important ou pas dans les témoignages. Il peut y avoir quelque chose qui vous semble totalement insignifiant, mais si les témoins ont dit autre chose dans d'autres déclarations, ça peut jeter le doute sur leurs propos. Pour bien maîtriser le dossier, Christian, dès demain, ira sur le terrain. C'est sa vie qui est entre nos mains et entre celles de ses avocats. Donc c'est une très grande responsabilité, mais en même temps c'est très stimulant. Son enquête, il va la faire avec Jennifer. Elle connaît le dossier par cœur, 8000 pages qu'elle a étudié de bout en bout, l'intégralité de la procédure que la justice est tenue de leur fournir. C'est la loi. S'ils refusaient, c'est pas possible. Ce serait une violation constitutionnelle. La leçon commence par une visite sur les lieux du crime. Direction Waukegan, dans la banlieue nord de Chicago. Objectif, confronter la connaissance du dossier à la réalité sur le terrain. Pour moi, c'est vraiment très bien de voir les lieux, parce que je me les imaginais très différents. Là, je comprends où sont vraiment les choses. Ça aide, hein? Oui, c'est vraiment très très important. Jennifer lui sert de guide. Donc, elle est là avec les 2 enfants. Ils sont dans l'appartement au 2e étage. Et Holly est là à faire du babysitting. Je crois qu'il est autour de 4 heures. Dans l'appartement, Holly est seule avec les 2 enfants qu'elle garde. Elle n'a que 11 ans. Elle est des 27 coups de couteau. Son corps est éviscéré. Seuls les 2 enfants sont épargnés. Sur place, les policiers prélèvent des indices du sang. J'ai une question. Vous avez dit tout à l'heure qu'on a trouvé du sang qui n'était pas celui de Holly. Il est de quel groupe? Holly est O, et le groupe là, c'est du A. Et Juan? Juan, c'est du A. C'est du A. Le sang est bien du même groupe que celui de Juan Rivera, mais cela ne prouve pas grand-chose. Le sang n'est pas le sien. Pourtant, les policiers vont quand même l'arrêter sur la dénonciation pour le moins suspecte d'un détenu, et surtout
sur ses aveux. Que Jennifer a bien l'intention de faire voler en éclats l'audience, et c'est ce qu'elle veut faire comprendre à Christian. Et il avait 19 ans. Il a craqué, tout simplement craqué. Et quand il est passé aux aveux, tous les faits étaient inexacts. C'est typique des faux aveux. Alors les flics vont voir le juge et lui disent « Ok, voilà les aveux ». Mais ça c'est pas bon, ça c'est pas bon. Donc après 26 heures à travailler ce type au corps, ils ont ces aveux qui sont nuls. Et en 45 minutes, ils y retournent et là ils ont tout bon. Alors que Juan ne savait rien. Sur la base de cette confession, Juan Rivera est condamné à la prison à vie. Restent alors toutes les incohérences du dossier, les témoignages, les déplacements, les impossibilités matérielles. Carte en main, Christian et Jennifer vont s'attacher à les vérifier les unes après les autres. Tu sais, ce qui serait génial, c'est d'avoir un étudiant qui fasse le trajet à vélo. On va devoir le faire. Il suffit de regarder la carte. Là, ce sont des grandes rues. Washington, Belvedere. Il n'y a aucun moyen d'aller de là à plein sud, rue May, jusque là où s'est passé le crime. Il n'y a que des grandes rues. Où on ne passe pas inaperçu. Surtout couvert de sang. Une enquête comme celle-là, si elle était faite par un vrai cabinet d'avocats, coûterait des millions de dollars. Une somme, bien sûr, hors de portée pour les parents Rivera. Des immigrés portoricains qui habitent dans cette maison moderne de Keegan. Ils vivent de l'aide sociale et attendent l'audience de janvier. Nous, tout ce qu'on veut, c'est que ça se termine, cette histoire de procès. On n'en peut plus. En janvier prochain, leur fils Juan sortira peut-être de prison après 13 ans de détention. Commencera alors un autre combat, celui de l'indemnisation. Des condamnés à tort, il y en aurait des centaines aux États-Unis, des milliers selon certains. La réputation de l'équipe de la faculté a dépassé les limites de Chicago. Alors de leur cellule, ils sont de plus en plus nombreux à écrire pour demander de l'aide. Et celui qui fait le tri dans toutes ces demandes, lui, Sage Smith. Salut les filles, ça va? Il y a beaucoup de courriers aujourd'hui, Sage? Non. Non, pas tant que ça. En fait, j'en attendais beaucoup plus. Juger du bien fondé d'une demande, de la sincérité d'un condamné et même des possibilités de recours, ça ne pose pas de problème à Sage Smith. D'où que... Voyons voir. Illinois, Californie, Washington, et ça c'est l'Illinois. La prison, il connaît. Il y a passé 30 ans. Tout de suite, je peux vous dire que ce cas m'intéresse. Ce type-là, il dit qu'il a été condamné pour un viol en 75. Mais aujourd'hui, les tests ADN sont beaucoup plus précis. Sage va maintenant vérifier un point essentiel, quelle peine doit encore purger le détenu. Ok. Alors, son jour de libération, c'est le 23 février 2007. Il ne remplira pas nos critères. Alors vous voyez, ça c'est la partie triste, voire déprimante de mon boulot. Parce que dans ce cas-là, ça vient des tripes. C'est une question de flair. Personne ne va nous écrire à moins d'1 an de sa libération s'il n'est pas vraiment innocent et nous demande de nous saisir de son cas pour un crime commis en 75. Innocent ou pas, à 6 mois de sa libération, l'enquête n'en vaut pas la peine. Rejeter des demandes, Sage Smith doit s'y résoudre dans la plupart des cas. Mais sa fierté, ce sont les dossiers menés à bien.
Quand vous avez suivi des cas depuis le début, comme je le fais avec les avocats ici, et que vous observez tout le processus de recherche des preuves, avec des étudiants très impliqués qui vont sur le terrain, et qui font d'ailleurs le travail que la police aurait dû faire, et que tout s'imbrique et que le type est finalement innocenté et sort libre de la prison, ça vaut le coup. En une dizaine d'années, grâce au travail du centre, 31 personnes ont ainsi été sorties de prison. Parmi elles, 6 condamnées à mort. En 2000, le gouverneur a introduit un moratoire qui gèle toute application de la peine de mort. Depuis peu, les policiers eux-mêmes sont contraints de modifier leur méthode de travail. Nous sommes au commissariat de la zone 3 sur Belmont Avenue, l'un des plus importants de Chicago. À côté du bureau des sergents, l'une des 6 salles d'interrogatoire. Désormais, tout est enregistré. Caméra au mur. Rien de ce qui se passe dans cette pièce ne doit échapper à la vigilance de l'œil électronique. Les policiers le savent, ils l'ont intégré à leur pratique pour se protéger eux-mêmes en cas de contestation. Bon, tu viens juste de monter du dépôt, exact? Exact. On vient de te mettre là, sans passer ailleurs, exact? Ouais. On va venir te parler d'ici 10 à 15 minutes. Tu veux un verre d'eau, quelque chose? C'est bon, j'espère juste que vous allez faire votre boulot. Ok. Le commissaire Chazen est très fier de ce dispositif. La séquence qu'il nous a montrée est un véritable interrogatoire. Elle pourrait très bien servir lors d'un procès quand la défense conteste les conditions dans lesquelles les aveux ont pu être obtenus. Dans les années passées, on a été accusé de conduites inappropriées dans certaines enquêtes. Avec ça, ça élimine tous les problèmes. Grâce à l'ADN, grâce aux enregistrements, la probabilité qu'un innocent soit condamné a réellement considérablement diminué. Aujourd'hui, aux États-Unis, Chicago et l'État de l'Illinois font figure de laboratoire. D'autres États envisagent de suivre cet exemple, et c'est peut-être la plus belle victoire du centre des condamnés à tort. L'enquête est signée Lucas Manger et Édouard Perrin. Et alors on est ici avec vous, Frank Pechnard, dans un endroit que moi j'appellerais la plateforme de la police technique et scientifique, mais c'est pas ça, ça s'appelle le fichier automatisé des empreintes digitales, le FAED, qui est un des outils modernes de la police technique et scientifique. Bon, même s'il y a d'autres choses, on parlera ADN, etc., les empreintes, ça reste très très important. Donc vous êtes le nouveau patron de la police judiciaire à Paris, oui. Tout nouveau depuis quelques mois, avec, en étant passé à peu près partout, vous connaissez tous les rouages de la machine. Le doute. Est-ce que le doute, c'est effectivement le maître mot du policier dans ces enquêtes? Disons que le doute, c'est une qualité de l'enquêteur. Et c'est la qualité importante de l'enquêteur qui est arrivé à maturité. Quand on est jeune, on a des certitudes. Et puis, le temps venant, à force d'avoir travaillé sur un certain nombre d'affaires difficiles, d'enquêtes, notamment d'enquêtes criminelles, eh bien vous apercevez que, même en ayant été absolument certain de la culpabilité de quelqu'un, ma foi, on peut se tromper. Ça vous est arrivé, ça? Ça m'est arrivé, bien sûr. De commettre des erreurs. De commettre des erreurs, et d'ailleurs... de les réparer. Celle-là, je m'en suis aperçu. Oui. Mais ce qui est important, c'est que il faut impérativement que des policiers expérimentés, aguerris, rompus aux techniques d'enquête, soient présents dans les services et encadrent les jeunes. Voilà. Ce qu'il faut, c'est éviter d'avoir des gens qui ne soient pas suffisamment formés, l'enquête criminelle étant un métier spécifique, un métier à part de la police nationale. Il y a quelque chose qui revient aussi beaucoup, c'est l'aveu. Dans la plupart des affaires, alors bon, souvent devant les tribunaux, les gens disent qu'on leur a extorqué leurs aveux, hein, c'est un moyen de défense aussi classique, mais souvent, enfin, quelquefois c'est vrai aussi. Il y a une espèce d'acharnement quelquefois à vouloir obtenir effectivement des aveux qui correspondent là encore à l'idée qu'on se fait de l'enquête. L'aveu, c'est toujours la reine des preuves? Non, ça ne l'est pas, ça l'a été probablement, mais à des temps extrêmement lointains. L'aveu est une des preuves. Et tous les enquêteurs de la brigade criminelle savent très bien qu'un aveu non corroboré ne veut rien dire. Pour être absolument certain de ne pas passer à côté d'une enquête, l'enquêteur doit avoir plusieurs preuves.
Alors c'est vrai que l'idéal, c'est d'avoir tout. Et c'est ce que nous recherchons toujours. C'est-à-dire une preuve scientifique, une preuve testimoniale, une preuve par filature, par écoute téléphonique, par aveu également, etc. etc. Voilà. Ça, c'est très important. Mais l'aveu, c'est pas ce qui arrive au-dessus de tout ça qui donne la cohérence au dossier? Pas forcément. Non? Pas nécessairement. C'est pas ce qu'on recherche? On le recherche naturellement, comme on recherche toutes les preuves, mais elle n'est pas plus importante qu'une autre. Surtout dans le cas d'aveux non corroborés. Alors là, c'est extrêmement important. Quand on prend les aveux de quelqu'un, il faut le laisser parler. Il ne faut pas lui poser des questions qui vont l'orienter à dire un certain nombre de choses. Il faut le laisser parler. C'est pour ça qu'il est important aussi, et dans les relations qu'on peut avoir avec la presse, il faut faire très très attention de ne pas découvrir toute une affaire criminelle, parce que vous avez des gens qui sont des mythomanes, qui vont reconnaître des faits qu'ils n'ont jamais commis en se basant sur des coupures de presse. Donc il est important que l'enquêteur aguerri ait gardé par devers lui un certain nombre d'éléments que lui seul connaît, qui ne soient pas publics, et ce qui permet immédiatement de détecter le mythomane et le faux aveu. Mais et là, vous pensez que par rapport à ce qu'on a pu connaître par le passé, là aussi la police a fait du chemin et qu'on n'en est plus vraiment à s'acharner à recueillir l'aveu, c'est terminé? Je ne dis pas que c'est terminé. L'aveu reste quelque chose qui est extrêmement important. Important aussi pour le coupable. C'est-à-dire qu'il y a un moment où, vous savez, on a une expression en matière de police, quand on avoue, on s'allonge, on accouche, on se met à table. Il y a notamment chez un certain nombre de criminels une espèce de rédemption dans l'aveu. Voilà. Donc les gens sont soulagés après l'aveu, incontestablement. Et là, il y a une relation qui se crée entre la personne, le policier qui interroge et le suspect, et quand cette relation est forte, vous savez, ça n'existe pas. C'est pas les coups de bottin, comme on le dit souvent. Non, ça n'existe pas. Pas la brigade criminelle. Pas quand vous avez affaire à des professionnels. Non. Le dérapage, c'est quelqu'un qui perd ses nerfs, c'est quelqu'un qui n'était pas préparé suffisamment à affronter ce type d'affaires. Mais quand vous avez affaire à des professionnels qui se sont habitués, eh bien, il n'y a pas de dérapage. Quand vous avez des criminels particulièrement abominables dans ce qu'ils ont commis, il n'y a pas un moment où on perd son sang-froid, on est un homme, on a des enfants, on n'est pas touché personnellement par des choses? On est toujours touché personnellement, mais le problème c'est que quand vous avez un psychopathe, un tueur en série en face de vous, votre seul but, c'est de faire avancer le dossier. Toute violence, tout mot inutile, blessant, peut être complètement contre-indiqué et bloquer la personne. Mais on peut garder sa distance. Naturellement. Une espèce de distance comme ça froide, des techniques. Et quelqu'un qui ne garderait pas sa distance n'aurait rien à faire dans les services de police judiciaire. Alors, dernière chose, c'est cette histoire de filmer les interrogatoires, ou les auditions, je ne sais pas comment on dit. C'est quelque chose que vous pensez juste, intéressant Vous voyez d'un bon œil comme policier? Non. Non, je ne le vois pas d'un bon œil. Il faut d'ailleurs le resituer dans un contexte un peu plus compliqué. En France, la procédure est une procédure écrite. C'est-à-dire que chaque acte que la police judiciaire fait l'objet d'un procès verbal. Tous les actes. Un coup de téléphone au magistrat pour rendre compte, une audition d'un témoin qui même n'a rien vu, on fait un procès verbal. C'est notre tradition, c'est notre culture. La procédure est une procédure écrite. Alors, si on me dit, passons à autre chose, pourquoi pas? Je ne suis pas hostile, a priori, à l'enregistrement. Mais pour nous, ça serait une contrainte supplémentaire. Je crois que pour si on veut cette suspicion sur la façon dont les aveux sont recueillis, sur des pressions éventuelles, sur des choses comme ça. Je n'ai pas l'impression. Ça ne peut pas être un témoin comme ça qui vous garantisse d'eux? Je n'ai pas l'impression qu'en France, il y ait une très grande suspicion sur la façon dont se recueillent les aveux ou dont se passent les gardes à vue. Vous avez peur qu'il y ait comme ça une espèce d'œil qui surveille votre travail? Vous trouvez que c'est une espèce de défiance à l'égard du policier que de regarder un petit peu ce qui se passe en garde à vue? Oui, bien sûr. Nous pensons que c'est une forme de défiance, mais c'est pas mon problème numéro un. Le problème, c'est d'éviter d'avoir des réformes de la procédure pénale qui s'enchaînent les unes derrière les autres sans logique véritable. Où notre système convient, et ce n'est pas à moi d'en décider, c'est aux parlementaires, où notre système convient et on le garde tel qu'il est, en l'améliorant éventuellement un petit peu, où il ne convient pas et on passe à un autre système de procédure avec une autre logique. Mais je crois qu'il faut se donner le temps d'y réfléchir et de faire une procédure et une réforme en profondeur après avoir entendu tout le monde. Y compris donc les policiers qui ne sont pas forcément favorables. Alors l'écrivain ou le romancier Pechnard à Séville, il n'y a pas si longtemps que ça s'appelle Piège pour un flic. Et dans ce roman, il est question d'un policier qui est aux prises avec une erreur judiciaire. Oui, c'est un policier qui va en prison. C'est une affaire que vous avez vécue, ça? Non, c'est également un policier... Inspiré de choses que vous avez vécues? On s'inspire toujours de sa propre vie pour écrire un roman. On s'inspire aussi, je pense, de ses craintes. Dans ce roman... mon héros est en prison et en plus il est divorcé, il ne voit pas ses enfants.
Je ne suis pas en prison, je ne suis pas divorcé, Non, je vois mes enfants. Dans votre carrière, vous avez pu croiser, par exemple, un de vos collègues qui aurait pu être victime de ce genre de choses. Ça peut arriver. Ça peut arriver, Oui. comme quoi ça peut être une crainte et comme quoi le doute est important dans ce métier-là. Le doute est important, oui, très important. Merci beaucoup. Merci d'avoir répondu à nos questions dans cet endroit où, ma foi, il y a toutes les empreintes digitales des suspects éventuels ou des gens qui ont eu affaire à la police. Je vous signale aussi ce livre parce que à propos des révisions, on a vu que c'est très compliqué. Et parmi les gens qui ont obtenu une révision de leur procès en France, eh bien, il y a Roland Agré. Je l'ai eu au téléphone en préparant l'émission. Donc voilà son livre, ça s'appelle Mon corps en otage, un livre qui sort maintenant. Voilà, merci beaucoup. On arrive au terme de cette émission. Il nous faut nous aussi tourner la page. J'espère que c'est pas trop dur de tourner la page quelquefois quand on est sur des enquêtes un peu hard, quand on est policier comme ça. C'est toujours difficile et c'est pour ça que c'est si important de ne jamais s'approprier une affaire. Il ne faut jamais qu'un enquêteur soit responsable seul d'une enquête criminelle. C'est le groupe qui protège l'enquêteur. Il faut travailler collectivement, Il faut travailler collectivement. ne pas en faire une affaire personnelle Absolument. et ne pas aussi subir trop fortement cette affaire-là. Merci beaucoup. Je remercie tous ceux qui m'ont aidé à préparer l'émission, Gilles Delbos, Philippe Lallemand qui l'a réalisé, Laure Paulès qui m'a aidé à préparer les plateaux. Vous dire que vous avez bien sûr toujours à votre disposition notre site internet pour vos remarques, vos suggestions, vos critiques éventuelles, que vous nous retrouvez bien sûr rediffusés non pas sur France 2 mais sur TV5 et vous êtes de plus en plus nombreux à nous regarder sur TV5. Vous dire que la semaine prochaine ce sera Yves Calvi pour Mots Croisés, que nous on se retrouve dans 15 jours avec un dossier sur le gaz, la guerre du gaz, de cette énergie. Vous verrez pour la première fois un reportage sur Gazprom, cette espèce de monstre russe qui fait peur à tout le monde. Et puis on vous parlera de votre facture aussi, est-ce qu'elle va augmenter? Voilà, complément d'enquête est terminé. Je vous dis une bonne soirée et je vous laisse avec le journal sur France 2.